Bienvenue dans Grinta Talk. Ici, on parle d'ultracyclisme, mais surtout d'histoire humaine. Parce que derrière chaque sortie, chaque aventure, chaque nuit sur le vélo, il y a une histoire. Hier, j'étais sur le vélo, perdu dans les Alpes. C'est incroyable, c'est incroyable. Tu y penses, mais faire ça à vélo par juste la force de tes propres jambes. On vous partage nos parcours, celui d'un ultracycliste expérimenté Et celui d'un novice qui découvre encore beaucoup de choses. Ah, je suis cramé. La seule chose que j'ai envie de faire en rentrant, c'est de dormir. et on accueille des invités aux profils variés pour montrer qu'il n'existe pas qu'un seul chemin. Chacun avance à son rythme, avec ses objectifs et sa propre histoire. Vous écoutez Grinta Talk, l'esprit fort, le cœur ouvert. Bonjour à tous et bienvenue dans Grinta Talk. Alors, aujourd'hui, c'est vraiment un épisode spécial parce qu'on va parler de la Desertus Bicus 2026 et comme vous le savez, c'était la première course de Timothée et donc il y a énormément de choses à dire parce que une première course, c'est toujours un peu spécial, il y a toujours voilà, des petits ajustements, on se connaît un peu mieux et ouais, on apprend beaucoup. Et on va croiser du coup cette première expérience avec celle d'Alice qui était elle aussi au départ et qui termine deuxième femme. Donc on est vraiment super heureux de l'avoir avec nous. Pour rappel, la Desertus Bicus, c'est environ 1200 kilomètres cette année et 16 000 mètres de dénivelé positif. Ils ont traversé l'Espagne du nord au sud et cette année, il y avait 350 participants, dont environ 50% de femmes. Donc voilà pour la Desertus Bicus. Comment vous allez? Ah bah super, super, super. Très bien, merci. Pas trop. Merci Vous avez pour bien l'accueil. récupéré quand même? Pour pour ma part, oui, j'ai fait ma première sortie, de vélo hier et je pense que Ah! j'ai un peu forcé le repos les 10 jours qui ont suivi donc l'envie était bien là. Waouh! Ah, c'est bien. Ouais. Moi, je suis un peu frustré ces derniers jours parce que je peux pas trop rouler à cause de mon cou, mais on en parlera un peu plus tard. Mais là, ça commence à aller mieux, donc. Mais la motivation et les jambes sont toujours là, donc c'est fou, c'est fou. C'est bien. C'est le principal parce que moi j'avais peur, au milieu de la Desertus Bicus, Timothée a était vraiment dégoûté, j'ai l'impression qu'il était dégoûté du vélo du coup, ouais, j'ai eu un petit peu peur que ce soit terminé Ça a pour pas lui. beaucoup duré. Non, ça a pas beaucoup duré, mais ça a été présent et c'était normal, je pense. Non, bon, Mmh. on parlera de ça. Mais avant de du coup de rentrer, plus dans le débrief, on va prendre le temps, de présenter, notre invitée Alice, qui était du coup aussi au départ et qui a fait, 2e femme, voilà, on le rappelle, mais c'est assez exceptionnel derrière, Camille Albi qu'on a accueilli, pour le premier épisode. Mmh. Donc, on aimerait, peut-être, en savoir un petit peu plus, sur qui tu es, comment tu es arrivée dans l'ultra et ouais, comment tu es entrée, dans cette aventure? Ouais, bah, merci à tous les 2 pour l'accueil. C'est chouette de pouvoir débriefer, avoir un petit moment aussi pour se replonger un peu dans l'aventure. Effectivement, j'ai fait la Desertus cette année. Je me suis inscrite il y a 6 mois et c'était mon deuxième ultra après le Marseille-Napoli en octobre dernier. Je suis pas une une cycliste depuis si longtemps sur route. J'ai commencé le vélo via un long voyage à vélo de 6 mois avec un ami après entre ma licence et mon master en Asie du Sud-Est, donc un baptême de feu en testant nos sacoches, dans les rues d'Hanoï, avec nos 30 kilos de chargement. Et donc on a fait ça 6 mois, donc de d'Hanoï à Strasbourg et je pense que ça a planté une graine parce que mine de rien après je me suis installée en Angleterre à Londres pour mon master et heu et j'ai découvert aussi le plaisir des sorties de groupe, je pense que les Parisiens se reconnaîtront, mais il y a l'équivalent de je crois du Polygone, et des Longchamps, parisiens, mais avec Regent's Park et Richmond, donc des parcs de 3 kilomètres et 10 kilomètres, donc j'ai commencé un peu à y aller avec des groupes et depuis fin 2024, j'habite à Montpellier, dans le sud de la France. Je travaille dans un bureau d'études en biologie marine, en recherche de financement et une équipe de plongée pro et j'ai eu l'occasion en arrivant, quand on n'est plus étudiante, j'ai 24 ans, mais donc je sortais de mes études et arrivée dans le sud sans connaître personne, j'ai trouvé le vélo comme activité, principale, et un peu levier de rencontre. Sauf que dans le sud, c'est pas comme à Londres où c'est des coffee rides où on s'arrête, très régulièrement, des allers c'était quand même un peu plus rythmé donc en arrivant dans un groupe, dans un club,
un peu local avec, des sorties avec 30 km/h de moyenne. Moi, j'étais avec mon 1er vélo de route, j ça m'a permis de vite progresser et en début 2025, j'avais pas forcément fait des longues sorties, mais voilà, au fur et à mesure de l'année, j'ai plus en plus pris de plaisir à faire plus long et un peu moins intense et ça m'a amené en fin d'année à faire, ce Marseille-Napoli et continuer. OK, incroyable et tu rentré dans l'ultra, c'était quoi ta motivation? C'était plus, le voyage ou Mmh. le partage, le faire avec plusieurs personnes ou la compétition? C'était quoi Mmh. Je la pense que c'est un motivation? mélange de tout ça. Bah, j'adore l'aventure et je pense que ça sera toujours quelque chose qui m'animera. Je suis compétitrice, mais en début d'année dernière, quand je suis arrivée, quand j'ai commencé à faire un peu des courses cyclosportives ou de la région, c'était des courses peloton sur 80 kilomètres à bloc et je pense que c'est pas trop ce type de compétition qui m'anime, à serrer les coudes. Je trouve que c'est pas toujours bienveillant, en tout cas entre filles, moi j'adore la compétition, mais j'adorais aussi à l'arrivée là de la Desertus, apprendre à connaître Camille qui est une machine de guerre et le faire avec beaucoup de joie de se retrouver, que c'était pas du tout contre Camille ou contre la fille derrière moi, c'est une course contre soi-même et c'est ce qui me plaît dans l'ultra. Je pense qu'au début, j'associais peut-être un peu ça avec, se faire du mal. Quand je regardais ça l'année dernière, jamais je me serais vue en train de faire la Désertique cette année et je découvre aussi que c'est pas se pousser dans ses retranchements, de façon négative, mais plutôt, découvrir qu'on peut être son allié et se porter loin. C'est peut-être quelque chose que je reviendrai dessus plus tard, mais c'est c'est comme ça que je le perçois en tout cas. Ah, Trop cool. chouette et comment ça s'était passé, Marseille-Napoli? Est-ce que tu avais fait la course ou c'était vraiment pour prendre, tes marques? C'est drôle que vous posiez la question, bah, j'en reviendrai aussi après, mais je suis débarquée comme une touriste. J'ai eu la chance de bien performer, enfin j'ai fait 2e, pour la Marseille-Napoli. Il y avait moins de filles, mais au fur et à mesure de la course, je me suis prise, au jeu. Je regardais pas le tracker ni pour, Marseille-Napoli ni pour la Desertus parce que je considère que je me donne à fond et que ça me changera rien de savoir, s'il y a quelqu'un juste devant moi ou juste derrière. Bon après on a quand même des informations de course et c'est quand je suis arrivée au checkpoint, il y en avait qu'un pour le Marseille-Napoli à mi-chemin. On m'a dit: «Bravo, vous êtes, dans le top 3» et c'est là où je me suis dit: «Bon bah let's go, je dormirai un peu moins» et la 2e place s'est jouée à 20-30 minutes à la descente du Vésuve qui était le dernier, donc on était en course jusqu'au bout avec la 3e féminine. Donc j'ai quand même fait la course, je peux pas dire que j'ai pas fait la course mais qu'à mi-chemin. Et donc à la suite de ça, tu as pris, une Ouais. coach? D'accord. Exactement, j'ai pris une coach, depuis décembre et c'est chouette parce que je pense que j'ai un peu un caractère un peu la fierté d'arriver nonchalante et d'essayer de me donner un max, mais je trouve que c'est pas trop respecter mon corps que de faire, ça comme ça et aujourd'hui, je suis fière d'en parler parce que c'est chouette d'être accompagnée, de structurer, de s'armer, des meilleures ressources, surtout que ma coach, accompagne beaucoup de femmes et donc c'est apprendre à s'entraîner, sur, au en suivant mon cycle menstruel et moi dès que elle commence à me parler, j'étais là: «Non, non, t'inquiète, moi mes règles ça m'empêche pas de m'entraîner». Elle me disait: «Mais c'est pas juste tes règles, ton cycle menstruel» et donc elle m'a même éduquée en tant que femme, dans le sport donc que c'est important d'avoir des ressources. Et comment elle s'appelle cette, coach? Parce que je pense que ça peut intéresser aussi, Ouais, elle s'appelle Jasmine Muller. Bon elle est très sollicitée, mais vraiment même elle fait des accompagnements ou je crois des sessions d'une semaine de stage dans l'année et elle est elle-même, elle a fait beaucoup de cyclisme, enfin d'ultra endurance il y a quelques années, avec des très bons résultats et aujourd'hui elle fait un transfert, hein, disons de connaissances en accompagnant des gens. Je crois qu'elle a une trentaine d'athlètes, mais quand tu lui parles, on dirait que tu es la seule, qu'elle accompagne. Elle est vraiment très investie, très pro, en même temps très humaine. J'ai rarement vu quelqu'un, d'aussi, complet dans l'accompagnement. bah, c'est la première fois que j'entends ça, Mmh. qu'une coach, prend en compte, les cycles, Mmh. menstruels, chez une femme. Je pense que c'est pas du tout, exploité chez les coachs. En tout Mmh. cas, je pense pas que le mien, il vient tout juste d'avoir, des femmes pour la première fois et je pense que ce serait enrichissant, aussi. Ouais et c'est pas juste un manque de volonté, je pense, mais c'est plus un manque de connaissances. Elle est très in on sent elle m'envoie des papiers de recherche, comment on dit? Des papers, sur plein de sujets différents dès que je et elle le fait, elle a un peu moi, elle m'entraîne via Training Peaks et disons qu'une fois par semaine, il y a,
Ouais, ça s'appelle, travailler avec sa physiologie féminine et elle me donne des informations, sur, voilà, ce qu'est cette hormone, enfin des choses un peu de base, mais moi j'ai été pas très bien éduquée là-dessus et ça permet, ouais, juste même connaissance générale de soi en tant que femme, et du coup, ça me permet de prendre plus, ça en compte, alors qu'avant je l'ignorais et je m'entraînais un peu comme un petit homme. Bah, c'est ouais, c'est super intéressant. Je pense que ça mériterait un épisode, complet là-dessus. C'est passionnant parce que en fait, ça peut aussi impliquer, en course, des choses, je j'ai entendu dire que certains, enfin certaines, enfin il y avait des problèmes hormonaux pendant les courses, c'est super intéressant. Bon, du coup, tu as pris une coach à la Mmh. suite de Marseille-Napoli. Donc, est-ce que tu avais, des ambitions, pour la Désertus? C'était pour la Désertus que tu l'as C'était pour la pris? Désertus, ouais. Là, je fais une pause parce que j'ai envie de refaire du vélo plaisir, du bikepacking, c'est pendant quelques mois et après je sais que je recommencerai parce que j'ai bien aimé. Mais oui, c'était vraiment pour la Désertus, pour, à ne surtout parce que j'ai un peu subi moi l'après Marseille-Napoli, j'ai voulu tout de suite reprendre. J'ai pas bien récupéré en termes de sommeil et bah, donc je suis arrivée, je m'étais beaucoup entraînée dans l'année et je pense que parfois j'ai l'impression d'arriver moins prête que je ne le suis et j'ai pas envie de minimiser ça et j'ai pas envie d'être, cette personne qui dit que, bah, j'arrive et oh ça se passe bien, mais j'avais pas prévu. C'est pas vrai, je m'étais entraînée mais pas de façon structurée et même en termes d'alimentation, moi je suis la reine des hippos, savoir comment ça ira bien en amont et surtout j'avais pouvoir déléguer un peu mon organisation, du quotidien, à quelqu'un et apprendre, de me dire que voilà, je teste pendant 6 mois et donc pour la Désertus, c'était ambition, je pense que je savais que je voulais me donner au max. Je pense qu'en janvier, février, j'ai associé un peu ça avec une performance de podium et puis j'ai lâché ça petit à petit en réalisant que en fait, ça voulait rien dire que je pouvais contrôler ma performance, mais pas le reste et je trouvais que je m'éloignais un peu bah, moi, je suis très vélo plaisir de base et j'ai pas envie de le perdre. Déjà que c'était très chronophage la préparation, on en parlera, mais j'avais pas envie que ce soit, à un peu la finalité soit, déçu ou pas déçu. C'était plutôt qu'est-ce que on fait un plan de course, est-ce que j'arrive à le suivre et mon plan de course, c'était de finir en 4 jours et c'est chouette de voir qu'en m'écoutant, en m'apprenant à me connaître, j'ai pu même faire un peu plus que ça en finissant, je crois, en 3 jours et 6 heures à peu près. Ouais, c'est ça, ouais. Et tu t'étais visé un objectif de temps là, avant la Oui, course? bah, là, c'était du coup 4 jours, 4 jours. Tu mis 4 Ouais, jours? OK, ça marche. ouais. Ah donc c'est bien. Non, tu fait un Après bien bon dès le score premier jour, là, j'ai vu que ce serait un peu moins quand je suis arrivée à 17:00, au point où je devais dormir. Je me suis dit: OK. «Bon». Ah ouais, non mais ouais. Ouais, le premier jour, je pense on était tous un peu en avance Ouais, sur il y avait notre un temps. 22 je pense, hein. Enfin, je juste mieux quand les gens mettaient en feu, mais Non, moi je l'ai pas sorti Vandal non, hein, perso. On en parlera, mais non. vas-y, pardon. Est-ce que tu avais une appréhension avant la course ou comment tu vécu ça, Tu un peu de stress ou vu que tu avais mis beaucoup Ouais, d'investissement dans ta préparation? je pense peut-être un peu appréhension de pas prendre de plaisir et d'être, vachement dans le dur avec moi-même parce que je suis de nature plutôt positive, et contente, enfin, plaisir avant tout et j'avais peur de me rentrer un peu dans une bulle, qui n'était pas la mienne en me perdant un peu, dans la performance et même la première nuit, j'ai eu peur parce que j'ai la on en parlera, mais la nervosité du départ, j'étais à bloc. Ceux qui m'ont vu dans le Pays basque, je pense, se confirmeront. J'étais, c'est pas comme si je faisais une course de 40 de kilomètres. Mais je pense qu'un peu peur de me perdre dans le pourquoi et dans qui je suis dans une course comme ça et peut-être de me faire mal, mais même pas tant. Non, plutôt, ouais, alignée avec ce que j'avais envie de vivre. On va parler du thé, Ouais. alors comment tu t'es inscrit, Timothée, à la Désertus et pourquoi la Désertus, comme, 1er, ultra, organisé? Bah, déjà parce que la distance m'intéressait. Je me disais que pour commencer, c'était pas non plus une trop grosse distance. Mais après en parlant avec toi, tu me disais que tu avais trouvé ça plus difficile une Désertus qu'une TCR au niveau de l'effort. Du coup, j'étais en mode: «Bon, bah, on verra». Et après, bah, j'en avais entendu que du bien au niveau de l'organisation, bah, justement du finish avec la bonne ambiance et du coup, je me suis dit: «Bah, pourquoi pas celle-ci, commencer par celle-là». En plus, elle était plutôt un peu au début d'année, donc pour pouvoir commencer la saison, se tester, je me dis: «Bah, parfait, comme ça je vais pouvoir après améliorer sur les autres courses que je fais le long de l'année». Donc voilà pourquoi j'ai choisi ça et puis voilà,
je fais comme toi, j'ai acheté un Méral, bah, je fais une Desertus Bacchus, voilà, j'enchaîne pas avec une Traca ni une TCR malheureusement. Ce sera pour une prochaine fois. Ouais, ouais, je me souviens surtout de toi, qui hésitait et qui doutait Ah oui, en ta ah oui, capacité à oui. le faire. Ah bah, clairement, Enfin, clairement. je me mets dans ta peau, quand tu as jamais fait, d'ultra de plus de 1000 kilomètres, tu te dis: «Mais que c'est je vais jamais réussir». C'est même pas imaginable, dans Ah sa tête, oui, c'est un ah mais chiffre, clairement. c'est un Au nombre début, tellement grand que quand je te voyais faire, je me dis: «Mais jamais je pourrais faire des distances comme ça» et après en discutant, je suis allé faire aussi les 7 majeurs, l'été dernier, donc je me suis dit: «Ah OK, vas-y, c'est possible et tout, ah il y a moyen en fait», et après je me suis dit: «Bah, allez, on verra, on se prépare pour et puis on verra ce que ça donne, quoi». Mais finalement, ça s'est plutôt globalement bien passé. bah, du coup, on va parler, de votre prépa. Comment, vous avez préparé, ce premier ultra, Timothée? Toi, comment t'as construit ta préparation? Alors, enfin, vous êtes tous les 2 nouveaux dans le vélo, donc c'est assez difficile, Toi, t'as pris un coach, Timothée? Alors déjà, ça va faire 2 ans que je me suis bien remis au vélo de route, et ça fait officiellement je crois 8 mois où là j'ai pris un coach, qui s'appelle Victor Bosoni Oh! et clairement, ouah, ça a tout changé, hein, ça a tout changé. Non, ouais, là, du coup, j'ai pu, grâce à toi, avoir vraiment un vrai entraînement et quelque chose de structuré et ouais, j'ai vu la différence au fur et à mesure des mois. Clairement, tu vois, avant, je roulais, peut-être, 3-4 sorties par semaine et juste, je roulais, je faisais pas gaffe, à quoi que ce soit et quand j'ai eu mon nouveau vélo avec capteur de puissance et du coup, tu m'as entraîné derrière, bah là, j'ai vu la progression, elle s'est faite ressentir, durant l'hiver et ouais, c'était incroyable. Du coup, ça a donné encore plus confiance au fur et à mesure de l'hiver de se dire: «OK, ouais, c'est possible de faire ça» et cetera et cetera. Pour Donc toi, c'est quoi, les clés qui t'ont fait progresser, à vélo? Qu'est-ce qui est important, pour toi? Par exemple, la régularité, ouais, bah, j'allais dire ça déjà la régularité. Ce qu'on néglige beaucoup, c'est la récupération. Moi, je l'ai senti tout de suite en fin d'année, fin décembre où, bah, on bossait sur le projet Grinta et j'avais abusé, je me couchais tard certains soirs et tout de suite, pouah, j'avais ressenti la fatigue sur les entraînements, j'étais même tombé malade et donc ouais, moi je néglige maintenant j'essaie de faire gaffe super à la récupération qui est le sommeil et l'alimentation donc régularité, récupération et après, aussi, se rappeler aussi pourquoi on fait ça. Moi, je sais que j'étais extrêmement motivé parce que déjà, je suis passionné de vélo depuis que je suis dessus et ça me faisait rêver de me dire: «Ouah, je sais pas, je vais traverser l'Espagne, je vais faire ci, je vais faire ça» et ah ouais, je pense voilà, faut avoir une bonne source de motivation parce que surtout quand tu es à Dijon en hiver, ouah, c'est dur des fois de se lever, de sortir dans le brouillard ou qu'il pleut ou quoi que ce soit. Donc ouais, ouais, ou alors faire, 4-5 heures de home trainer, bah, faut avoir la motivation, quoi. tu as été impressionnant, cet hiver parce que c'était son premier hiver, d'entraînement, à vélo et on sait que, bah, la plupart du la plupart des personnes ne roulent pas à cette période-là parce que c'est trop difficile, ça donne pas envie. On fait pas du vélo pour aller sous la pluie ou pour faire 4 heures, sur Home Trainer donc ouais, il faut quand même avoir, une motivation assez forte, une raison de faire assez forte pour pouvoir, bah, s'infliger, ces séances. Mais, heu, mais ouais, c'est impressionnant. Et toi, Alice, comment tu arrivais à du coup à conjuguer, ton boulot? Je sais pas, combien d'heures, tu fais par semaine, au travail? Ouais. Et combien d'heures tu as fait par exemple, en moyenne, durant ta préparation? Ouais, c'est une bonne question parce qu'effectivement, moi, c'était aussi un argument. C'est aussi pour ça que j'avais besoin de déléguer. C'est que je savais que j'avais tendance à faire beaucoup d'heures sur le vélo, mais comme tu disais, Tim, un peu au pif, c'était pas très constructif. Là, j'ai commencé, je travaille en temps plein, donc ça dépend vraiment des semaines, mais ouais, je sais pas, ouais, ça peut être 40 heures, comme ça peut être plus, ça peut être un petit peu moins, voilà. Mais donc il fallait souvent ce que je faisais, c'est que la semaine, j'avais des intervalles.
mais c'est les séances, pas juste intervalles, les sprints comme parfois je pouvais faire avec des amis ou des sprints pancartes. C'était un peu plus structuré. C'était plutôt, des séances de sprint de 5 à 10 minutes, enfin pas des sprints, mais plutôt des zones 3-4 pour m'aider à m'améliorer sur des efforts un peu plus longs de montée, garder des bons rythmes et tout, et je trouvais ça intéressant de voir que je progressais au fil du temps, qu'on augmentait les plus d'intervalles. Avant, j'en avais commencé avec 8, puis à la fin, je finissais avec 12, des trucs comme ça, et en fin de semaine, ça a été des sorties longues. Et dans les sorties longues, à chaque fois, il y avait un peu un focus. Disons que ça pouvait être, donc la nutrition. Moi, vraiment, j'avais l'impression de suffisamment manger, mais factuellement, c'était pas le cas parce que c'est assez simple. Moi, je suis gronchon quand je mange pas assez, donc dès que j'avais un petit signe de pas contente, j'étais là: «Oh, petite alarme». Donc il y a pas mal de choses que j'ai mises en place. Je juste des alarmes sur mon GPS, et faire un suivi au début, c'est chiant, mais je prenais en photo quand je mangeais un truc et je voyais que, ma coach m'avait mis un tant de grammes de glucides à prendre par heure, et je faisais un petit bilan en fin de sortie, de ça plus, même, d'apport d'électrolytes, enfin de sodium, et je voyais que au début, j'étais toujours en dessous, et donc ça te force à augmenter, ça un petit peu mieux, et j'ai la chance d'avoir un très beau terrain de jeu je suis entre la mer et les Cévennes, c'est un énorme coup de cœur, Lozère, le département le moins peuplé de France, c'est une pépite un peu cachée, et donc je m'amusais à faire des grosses sorties, enfin jouer un peu avec la préparation parce que ça peut être un peu strict, un peu, disons, ouais, très encadré, et moi j'avais pas envie de m'embêter dans cette préparation. La seule chose qui a été dure d'accepter, c'était de faire pas mal de sorties seule. Parce que c'est vrai que quand je suis en groupe, parce que je disais les sprints pancartes où d'un coup tu accélères, tu es dans la dynamique du groupe, et je me perdais un peu dans mon objectif d'être très tranquille et de aussi savoir enfin, quand tu fais une sortie de 7-8 heures ou un peu moins parfois, mais bah, on joue avec les variations d'humeur, parfois on teste son mental aussi, et ça a été quelque chose aussi qui m'a aidée, c'est, bah, avoir une petite boîte à outils qui m'a été créée de choses qui m'aident, et qui me permettent un peu de savoir que je suis armée, dans les moments de mou, moins bien, et ouais, partir en fait en janvier avec ma coach, de voir quelles sont les choses qui me font peur ou sur lesquelles j'ai besoin de progresser, et par exemple, rouler de nuit, moi en tant que femme, bah, j'avais un peu d'appréhension, et donc bah, on a fait des sorties longues où je partais plutôt vers 14 heures. Je finissais, les 2-3 dernières heures de nuit, et comme ça, je vois petit à petit que, bah, maintenant, c'est quelque chose que j'adore, faire parce qu'il y a laisser les fallait, parce que tu te sens libre, parce que et donc c'était chouette d'adapter un peu tout ça. Donc c'était très chronophage, je trouve, quand même. Il faut accepter que, bah, on peut pas tout faire parce que pardon, tu m'as demandé, le temps de travail, mais en termes de temps d'entraînement, j'ai regardé justement parce que j'avais vu vos questions, et il y avait, dans les dernières semaines, quand même, parfois 20 heures, et c'est que le temps de vélo. La désertique, ça demande du temps de préparation ailleurs, sur le tracé, savoir quel matériel tu prends. Donc je me suis dit que ça me prenait une part énorme de ma vie finalement, que je ne réalisais pas forcément. Ouais, c'est impressionnant. 20 heures en travaillant 40 heures à côté, ça veut dire que tu pas beaucoup de place au repos ou pour autre chose. Je l'ai vécu aussi l'année dernière où je bossais à côté et j'essayais de rouler, enfin bon, mes horaires étaient plus faciles parce que je commençais à 5 heures et je finissais à 13 heures, donc j'avais toute l'après-midi, mais en fait, il y a pas de place pour pas grand-chose d'autre, donc ça peut être aussi difficile, mais Mais je suis juste d'accord, pour ajouter ça sur la récup, c'est un très bon point aussi, mais en fait, moi, j'avais envie de continuer à avoir ma vie sociale, et je pense que je réalisais pas la fatigue qui était accumulée, et là-dessus, bah, en janvier, j'ai beaucoup bougé, en février, beaucoup moins les week-ends parce que je savais que je pouvais caler mes entraînements en bougeant partout, en emmenant mon vélo, mais en fait, je m'épuisais en faisant ça, et donc s'écouter, savoir se reposer, bien manger, ça peut paraître la base, mais c'est la base pas pour rien. Ah ouais, ouais, ouais. On l'oublie souvent, ouais. Et t'as senti une différence quand tu par exemple, ta nutrition au fur et à mesure des Ah mais séances? complètement. Ouais, ouais. Ah ouais, Ça pareil, ouais, ouais. c'est sous-coté et clairement quand quand Mmh. quand tu arrives à augmenter les dosages et tout, mais tu gardes une énergie, tout du long de Ouais, la c'est sortie, constant, c'est ouais, c'est donc c'est juste impressionnant. agréable Exactement. ouais, Ouais. y a pas les yo-yo. avec quoi tu t'alimentais? Est-ce que c'est des produits, énergétiques, tout simples, gel, ou c'est des choses, que tu Mmh, cuisines ou que ou je sais pas, des bonbons ou des pâtes de fruits ou des mmh. choses comme ça?
Bah, sur des sorties longues, on a le temps de tester plein de choses. Mais, j'ai comme base quand même, les produits de Pyrène, Performance. Donc c'est des gros gels en bulk, en vrac que tu mets dans tes flasques. Donc j'emmenais sur les sorties longues ma base d'hydratation parce que c'est ce que j'utilise en course et enfin, dans les 2 expériences que j'ai eues, c'est ce que j'utilisais et ce que je comptais utiliser. Et donc c'est pratique parce que je crois qu'un 500 millilitres, c'est à peu près 15 gels et donc ça te permet un peu de centraliser tout et enfin, je sais plus exactement le nombre d'apports, mais voilà et hem et ensuite, je complétais avec des boulangeries parce que dans tous les cas en course, enfin moi j'allais pas manger sur, 3 jours et 6 heures, que des gels, ça a pas du tout été le cas et donc c'est aussi habituer ton corps à manger des choses normales de boulangerie, Ça, c'est très intéressant et très important. Je travaille avec une nutritionniste et qui m'a conseillé justement durant mes sorties de m'arrêter à la boulangerie Mmh. parce que il faut habituer son intestin à plein de choses parce que sur la route, on n'aura jamais nos gels, qu'on a à la maison Mmh. et du coup, elle m'encourageait à manger, différemment, chaque sortie. Une sortie, je mange, des gels, une autre sortie, je sais pas, je mange des bonbons, une troisième sortie, je mange, des gâteaux que je me suis, cuisinés et cetera et ça, c'est important d'avoir cette, Et la même diversification. chose pendant chaque sortie? À chaque fois, tu testais que les bonbons, que les ou tu variais au sein d'une même sortie? Ouais, je peux varier aussi, au sein OK, d'une sortie, mais l'important, c'est vraiment d'avoir cette variété, OK. d'apports. Le thé, toi, comment ça a été ta préparation, avec le travail? Est-ce que, ça a été, compliqué ou? Bah, moi, je pense que c'était plutôt parfait parce que j'avais fait le choix, depuis 1 an et demi, 2 ans de me mettre en temps partiel, donc en 24 heures semaine et vraiment c'était le bon équilibre. Parce que tu vois, j'ai cumulé avec, du coup, j'étais entre 15 et 18 heures de vélo par semaine et en vrai, c'était parfait pour avoir un bon équilibre, je trouve, travail, sport, récupération. Donc ouais, non là-dessus, tu vois, je suis très content d'avoir fait le sacrifice de bosser un peu moins. Donc forcément, il y a un peu moins de salaire. Donc faut faire un peu plus gaffe, à toutes les dépenses qu'il y a autour et puis prioriser. Mais par contre, j'ai enfin, c'était parfait, quoi. C'était pour moi, c'est le bon équilibre. OK. Donc, on va passer aussi à la préparation, mentale. Je sais que toi, Tim, t'en as fait, t'en as eu, recours, tu lui as dit sur ton post Instagram que que tu avais Camille, Sohier, qui t'a accompagné. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça t'a apporté, dans ta préparation, en amont? Je pense que ça t'aide aussi dans ton quotidien, avant la course, je sais pas, à garder peut-être la motivation ou à te Ouais, bah, ouais, c'est préparer, un peu ça. Ouais, ça fait je sais plus exactement quand est-ce que j'ai commencé, mais je crois que c'était début d'hiver et on se voyait à peu près une fois toutes les 2 3 semaines en fonction et du coup, c'était vraiment cool parce qu'on a fait un point en tout premier pour un peu, faire un bilan de mes forces et de mes faiblesses, et suite à ça, on a axé sur, plutôt, mes émotions parce que je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup, bah, qui est très à l'écoute de mon corps et plutôt émotif et du coup, c'était pour moi très important d'utiliser ça comme force et au fur et à mesure, bah, elle m'a donné des outils pour, sur mes sorties de vélo, hem, sur comment analyser mon corps, et du coup détecter, dès qu'il y avait des choses qui n'allaient pas et ça, c'est vraiment impressionnant parce qu'au début, c'est un peu compliqué à mettre en place, mais plus tu le répètes et plus ça devient en automatique et tout de suite, en fait, automatiquement, tu vas détecter des choses qui se passent dans ton corps, que ce soit, je sais pas, des problèmes articulaires, des douleurs par-ci, par-là et tu vas réussir à détecter si c'est quelque chose d'important, si c'est quelque chose, «Ah bah, OK, c'est juste une douleur, je peux laisser de côté, je reviendrai, je sais pas, dans 1 heure, 2 heures, voir comment c'est» et après faire en fonction. Et aussi on a fait aussi un autre outil, après je vais pas tous les dire parce que c'est plutôt personnel et c'est propre à moi. Parce que je peux parler des outils, mais ça va peut-être pas correspondre à tout le monde. Et c'est aussi le travail de Camille, donc je voudrais pas lui offrir tout ça. Et par contre, ça m'a vraiment aidé, que ce soit au quotidien, clairement, dans la vie de tous les jours, au travail ou sur le vélo, c'est quelque chose qui est mais je trouve qui comment dire? C'est des mini pouvoirs, en fait, que tu peux utiliser constamment. Et sur le vélo, on en discutera plus tard, mais c'était vraiment impressionnant sur la course, quoi. Genre ça m'a OK. permis de débloquer certaines pensées ou certains problèmes
et de passer à autre chose et puis de continuer de me concentrer sur l'essentiel. C'est vraiment, ouais, réduire, la charge mentale et de prendre des décisions rapidement et précises, quoi. OK. Voilà, un peu grosso modo. OK, ouais, génial. Et je pense que la préparation mentale aussi, ça t'a permis peut-être, d'anticiper tous les problèmes mentaux qu'on Exactement, peut avoir aussi sur une course d'ultra. Enfin, quand on arrive sur une course d'ultra, on se connaît pas forcément à 100. c'est On ça. va tellement dans l'extrême que c'est difficile de connaître ça et donc je pense que ça a été, vraiment un plus pour toi, ouais, sur ta Ouais. première course. Ouais, c'était l'objectif, c'était vraiment de me permettre d'avoir un maximum d'outils en main, et d'arriver sur, une course pour m'éviter, pas pas le maximum de problèmes, mais que face au tout problème que je vais rencontrer, que je puisse venir piocher dans ma boîte à outils et puis, utiliser ça et puis hop, continuer sans problème, quoi. En Ouais. vrai, ça m'a beaucoup aidé. Je pense, clairement, tout du long de la course, ça m'a aidé tout du long de la course, quoi. Toi, Alice, est-ce que tu as eu, recours à des techniques ou des outils, de préparation, mentale, avant, la Désertus Vacus? Alors j'avais pas une, coach, enfin ma coach n'est pas spécifique en accompagnement mental, mais je pense qu'après il y a des outils que tu obtiens. J'ai un ami qui m'a pas mal conseillé là-dessus, qui m'a beaucoup aidée et je pense qu'un point important dans tout ça, c'est de se dire que les tous les outils là, il faut les tester. Parce que c'est pas, juste, tu dis: «Oui, oui, moi quand je serai dans le dur, je me dirai» enfin le jour J, je me dirai cette phrase. Parce que faut aussi se convaincre et si tu es dans le dur, bah, on te dit ça, c'est comme si ça rentre dans une oreille, ça ressort dans l'autre. Mais moi, des petites choses comme, ça c'est je l'ai testé plus tôt, c'est que, bah, je suis plutôt de nature, enjouée et je pense que dès que tout s'effondre et que je perds ça, j'ai l'impression que c'est la fin. J'ai un peu pas ce recul-là de dire, «Ouais, j'ai un petit coup de mou», ou associer ça à une hypo ou je ne sais quoi. Ou alors quand j'ai les pensées dures, c'est juste me dire: «Est-ce que là, c'est moi, la cycliste, enfin Alice qui parle ou c'est la petite, la voix fatiguée qui a faim?» et arriver à dissocier ça et me dire ou comment je parlerai à une amie et à chaque fois, ça me permet de remettre un peu en contexte et de stabiliser ça et savoir quelles sont les choses qui aident. Moi, je sais que c'est appeler mes proches, parler avec mes proches, mais en même temps, c'est se faire confiance qu'on peut rebondir, qu'on n'a pas forcément besoin de ça. Moi, le CP2 m'a appris ça, c'était une longue zone sans réseau et je fallait un avis et donc il a fallu aussi se dire: «Bah, là, je suis toute seule, est-ce que quelles sont les choses qui vont bien? Quelles sont les choses qui vont pas?» Bah, là, tu arrives à rouler, tu es juste un peu dans le mal, en fait, tu es fatiguée. Oui, tu es fatiguée, bon, bah, OK, bon, on continue et c'est juste agréable de savoir que tout n'est pas que tout ne va pas un moment dur ne va pas forcément durer, tout qu'un moment bon ne va pas durer, donc tu en profites d'autant plus. Et ça, l'assimiler avant la course te permet d'être, full dans le moment présent et c'est chouette. Mais c'est pas, plus je pense que c'est plus structuré ce que te dit Camille Soyer, mais en tout cas, en ressenti, je trouve ça important, j'ai pas forcément tous les bons outils encore, mais je trouve que c'est essentiel. Ah mais oui, bah, c'est déjà beaucoup. Je pense que tout le monde n'a pas cette capacité à de recul et de ouais, de se poser les bonnes questions et cetera donc je pense que tu as déjà des outils, tu les as peut-être ils sont peut-être pas, ouais, comme tu dis, posés et structurés mais l'important c'est de les avoir et que ça marche parce que bon, si tu fais deuxième c'est que ça a marché. On va aborder, la logistique parce que, bah, une course comme ça se prépare, pas uniquement, physiquement, ni mentalement, ça se prépare aussi, bah, financièrement avec, il y a aussi l'itinéraire, le matériel, le sommeil, la stratégie, les ravitaux et cetera, le transport. Et je voulais savoir qu'est-ce qui a été, le plus le plus énergivore pour vous qui avant même le départ? Qu'est-ce qui vous a ouais, pris le plus de temps ou ce qui vous a posé le plus, de difficultés? J'ai pas eu de truc qui était le plus compliqué, c'est juste ça prend beaucoup de temps sur un peu chaque domaine, que ce soit sur la Desertus Bicus, du coup, fallait tracer soi-même, parce qu'on avait du coup, départ, arrivée, des checkpoints obligatoires et une étape forcée. Donc après tout le reste, c'était à nous de le tracer. Donc là, il y a eu pas mal de travail, surtout de vérification de traces, parce que du coup, on avait travaillé la trace ensemble, Victor et après moi, j'étais revenu derrière vraiment, zioter, enfin beaucoup de choses avec Google Street View,
Komoot pour vérifier, que ça passait bien, un truc comme ça et tout. Donc ça a pris beaucoup de temps et après j'ai fait aussi, un plan de route, non, dans l'ordre du coup, j'ai fait la trace, la recherche des points d'intérêt, donc avec tout ce qui est, les points d'eau, les stations-service, les hôtels et je me suis fait ensuite un plan de route idéal et moins idéal. Et ça vraiment, c'était un énorme, comment dire? Bonus sur la course parce que, hop, j'étais sur mon vélo et dès que j'avais besoin de quelque chose, je regardais ma trace, enfin ma trace GPX avec mes POI et mon plan de route et je savais, ce que j'avais peut-être dans 5 kilomètres. Me dire: «Ah OK, bah, j'arrive ici, j'ai ça à prendre», que ce soit tant d'eau, je sais pas, du coca, 3 paquets de bonbons et cetera et j'arrivais, je prenais les trucs, je remplissais, je repartais et au niveau charge mentale, bah, ouais, j'avais juste à, pof, lire ce que j'avais écrit et puis bamos. J'ai pas trouvé de difficulté, juste du temps. Je crois que j'avais essayé de calculer pour la recherche des POI, peut-être 8-10 heures, un truc comme ça, pour vraiment prendre le temps de tout vérifier. Tu vois, j'étais allé vérifier aussi les fontaines à eau avec Google Street View, qu'elles étaient, en état, parce que des fois, sur Komoot, il te dit: «OK, il y a des fontaines à eau», mais quand tu vas voir sur Street View, c'est peut-être juste une sorte de source où tu sais pas trop si elle est encore, exploitable ou, et cetera. Donc, ouais, beaucoup de recherches là-dessus et je Tu sais pas eu si tu as eu 0 d'autres choses? mauvaise surprise, sur la route? Non, sur la trace, tu veux dire plutôt? Ouais, sur la trace ou sur Ou les POI? ouais, sur la trace, non, franchement, j'ai eu aucun problème, sauf la partie gravel après le CP2, je pense que personne s'y attendait. Parce qu'on on avait demandé à l'orga, il nous a dit: «Oui, oui, ça passe en vélo de route». Oui, oui. Mais sinon non, franchement, justement, j'étais plutôt content, c'est que j'ai pas eu de soucis particuliers, sur ma trace ou d'imprévus. Donc, non, ça, plutôt content d'avoir passé du temps dessus. Bah, génial et niveau, matériel, comment tu y es pris, Et bah, quelques semaines déjà j'ai testé tout l'hiver. J'ai testé tout l'hiver différents setups, en réfléchissant qu'est-ce que je voulais comme sacoche et tout. Au début, j'étais têtu, je voulais pas prendre de sacoche de sel parce que j'avais eu une mauvaise expérience sur les 7 majeurs, et j'étais en mode: «Non, je partirai pas avec des sacoches de sel» et c'est juste parce que je l'avais mal fixé et finalement c'est trop bien c'est trop bien une sacoche de sel, en fait. Donc du coup, je suis parti avec, une sacoche de sel, je crois que c'était du 6-7 litres, elle doit faire et une sacoche top tube de 2 litres et un sac, de 8 litres, en plus grosse capacité. J'avais pas 8 litres dedans, mais du coup, c'était parfait, je trouve, j'avais prévu parce que quelques semaines à l'avance, il annonçait quand même de la pluie et du froid. Donc j'avais prévu aussi tout un setup au niveau équipement, avec, gants chauds imperméables, surchaussures, veste et tout et finalement, il annonçait une super bonne météo donc quelques jours avant, j'ai changé toutes les affaires pour être adapté à la météo et du coup être, léger et efficace. OK et toi Alice, comment tu t'es préparée, au niveau, de l'itinéraire et matériel? Moi, je suis un peu ma team, c'est un peu le bon élève là-dessus, prendre le temps. Bah, c'est vrai que c'était hyper chronophage. Moi, vous m'avez beaucoup aidé avec la vidéo que vous aviez fait, le live que j'avais regardé en replay, surtout pour, toutes les ressources, rien que le fait de pouvoir sélectionner, les options sur Strava, la route la plus rapide, moins dénivelée et ensuite après vérifier sur Komoot. J'avais déjà fait ma trace et donc enfin grossièrement et vous m'avez permis de voir qu'il y avait plein de comouteries qu'il fallait changer. Est-ce que ça m'a évité le pré-passage, CP2 où j'ai fait 5 kilomètres de hike bike, non prévus qui ont un peu Ah c'est là ouais? où j'avais Avant le craqué. CP2? Mais en fait, il y en a plein d'autres à qui c'est arrivé, mais vu que je regardais pas c'est là où j'ai fait une très belle rencontre, on en parlera plus tard, mais avec qui j'ai fini l'aventure, François. Mais j'ai regardé pas le map cap. Je pense que ça m'aurait aidé de voir que tout le monde était parti de l'autre côté. Mais mais donc là, au début, en plus, François avec qui j'étais avait des gros pneus. Moi, j'étais avec mes 32, ce qui est pas rien, mais quand c'est VTT, ça commence à être un peu difficile et je commence à avoir des cailloux partout, je voulais pas lâcher et c'était juste un bourbier. Je pense qu'il y a plein de gens qui l'ont fait, mais moi, pour moi, je m'attendais pas à ça. Je pensais que j'étais presque arrivée au CP2 et c'est là où les outils mentaux aident un peu à relativiser et mine de rien, c'est pas très grave. Mais donc tout ça pour dire que, j'ai fait ma trace, j'ai passé beaucoup de temps dessus, mais surtout pour éviter, je voulais au début éviter le plus possible le gravel parce que j'adore le gravel, mais en voyage et en prenant le temps, dans une course, je voulais juste, je sais que je peux appuyer fort sur mes pédales
Voilà. Sauf que bon, factuellement, finalement, j'étais très contente dans les sections gravel, enfin qui étaient magnifiques. J'ai fait la descente gravel qui était certes un peu bourbier, mais moi j'ai adoré et par contre, quelque chose que j'aurais vraiment fait différemment, c'est pas faire, comme j'ai fait, 3 jours avant, tout ce que tu as décrit là, des points d'eau, des supermarchés, parce que ça faisait que j'avais pas trop en tête et j'avais pas surtout, anticipé en testant sur mon GPS comment ça s'affichait et donc typiquement ma trace du jour 1, donc les 400 premiers kilomètres, bah, ça a pas marché. Donc ça s'affichait pas, donc j'étais obligée de prendre mon téléphone et dans ma frénésie du départ, j'ai oublié de remplir un bidon d'eau, donc au bout de j'ai fait la traversée des Pyrénées avec un très, très peu d'eau, donc Pampelune, sans savoir où était la fontaine, avec mon téléphone dans les mains et la police qui m'a un peu rabrouée. Voilà. Donc je pense vraiment ça c'est important de le faire et pour ceux qui veulent faire la Désertus l'année prochaine, c'est prendre le temps d'identifier ça sans que ce soit, ça peut aider si tu vois à chaque, Google Street View, peut-être pas à chaque point, mais en tout cas se garder en tête dans la logique, tous les 3 à 4 heures, j'aurais besoin de m'arrêter, prendre un peu d'eau. Moi, les Repsols, sur le bord de la route ont été des très belles surprises à plein de moments. C'est des Oh! stations essence de Non, c'est vrai, c'est important les POI, c'est en fait, ça permet je pense que c'est plus dans la préparation de la course, de se mettre en tête, d'avoir, une idée de où on va et de pouvoir aussi anticiper, les moments où il y a pas d'eau, où il y a peu de possibilités de se ravitailler et de ne pas louper, ces moments-là parce qu'après, si on se retrouve sur une centaine de kilomètres sans eau, c'est ouais, là, ça devient beaucoup Ah plus là, compliqué. j'étais content, genre, juste avant le CP2, je savais qu'il allait y avoir, du coup, toute la section gravel et le dernier village, j'ai rempli, tout ce que je pouvais en termes d'eau et j'ai eu pile ce qu'il fallait, en sortant du gravel. J'étais à sec et j'ai eu pile ce qu'il fallait pour, le prochain Repsol, quoi. Et je me suis dit: «Parfait», quoi. Donc ouais, c'est pas mal de prévoir tout ça. Ouais, carrément. Ça comme vous le dites, c'est allègement mental, quoi. Ça se peut on C'est peut ça. faire sans, mais ça permet de se délester un peu d'un truc Ah à bah, faire. ouais, ouais, ouais. Exactement, exactement. Est-ce que tu avais, planifié, du coup, tu disais que tu avais planifié 4 jours, mais est-ce que tu savais exactement, tu t'étais mis des objectifs chaque jour, de t'arrêter, dormir à ce point-là, Ouais. Ouais et c'est là-dessus, autant j'avais ça les POI j'avais pas trop géré, mais j'avais fait un plan de course un peu global et c'est là où dès le premier jour, j'ai envoyé un message en disant: «Je vais pas le suivre» parce que j'étais arrivée à 17:00 à mon hôtel et en fait, j'avais besoin de dormir histoire parce qu'on avait fait nuit blanche la veille. On est partis à minuit donc mais j'avais pas besoin de faire, les 4 heures. J'avais prévu 4-5 heures pardon, j'avais pas besoin de dormir 4 heures et j'avais pas envie de me réveiller et partir de nuit. Donc je me suis partie sur, un cycle de sommeil. J'étais un peu dans l'excitation de la course et j'avais quand même vraiment subi, moi, la première journée, la chaleur et donc je sentais que j'avais besoin j'ai pris des énormes coups de soleil. Je pense que la réputation de la désertique, c'était mon vanille fraise. Mais mais donc voilà, je me suis endormie pendant 1 heure et demie et je suis repartie. Donc à partir de là, j'avais pas prévu. Je pensais partir, beaucoup plus tard, enfin vers 2-3 heures du matin le lendemain et l'objectif pour moi en tête, parce que la motivation, c'était de me dire que en fait, j'avais accepté que je ferais la descente gravel de nuit le lendemain et là, je m'étais dit: «Ah peut-être qu'en fait, je peux réussir à la caler 2 jours, ça serait chouette» donc je suis partie là-dessus et je me suis par contre fait un audio à moi-même en repartant, en me disant: Alice, tu vas complètement couper ton rythme du soleil, tu as aucune idée de comment ça va se passer, donc si tu as un coup de mou, si tu as un coup de fatigue, tu t'écoutes, enfin, tu écoutes cet audio et tu vas te coucher sur le bas-côté et heu parce que j'ai pas envie de me mettre dans le dur et j'ai pas envie d'aller tirer sur la corde au-delà de ce que je me connais et c'est bien parce qu'à 2-3 heures du matin, j'étais complètement dans les choux. J'ai fait une petite hallucination de chant de lapin et je me suis dit, bah, dès que j'ai vu ça, je me suis arrêtée sur le bas-côté et j'ai dormi, pas beaucoup, hein, 1/2 heure, mais ça permet de relâcher et de bah, même moi mentalement de me dire: «Bah, je me suis écoutée et si j'ai besoin de nouveau de le faire, je le ferai». Du coup, tu avais prévu de dormir, dehors? Tu avais, le Non, matériel, ce qu'il fallait? ouais. Ah non? Non, 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 j'avais prévu de dormir en dur. Heu, j'étais très chargée, mais pas forcément j'ai pas forcément bien prévu mon packing. Je pense que j'aurais pu faire plus léger, mais j'avais, je pense, ouais 14 kilogrammes, mais parce que j'avais gardé ma veste de pluie, j'avais gardé des choses très chaudes, qui m'ont pas du tout servi, mais pas plus mentalement, par sécurité. Je me suis dit: «Si jamais». On porte ses poids et donc voilà et donc
Je suis partie en me disant que j'allais dormir au kilomètre 400 et finalement j'en ai fait 500 le premier jour et j'ai dormi après j'avais repéré des hôtels pour la deuxième nuit et après ça, je m'étais dit que je m'arrêterais en fonction de comment je me sens. Là, je trouve ça dur de prévoir, 3 nuits, en avance, mais j'avais, ouais, repéré, j'avais noté les numéros, ça j'avais fait. Autant la nourriture, j'avais pas géré et l'eau, mais les hôtels, j'avais repéré, parce que c'est dur de savoir, ce qui est à disposition. Quand tu voulais t'arrêter, tu regardais combien de temps à l'avance? Là, en l'occurrence, c'était après le CP2. J'ai décidé de faire le CP2 avant de dormir avec François et donc on a repéré une petite ville et c'était la Carotte. Se dire: «On va arriver, on va se coucher». On a même appelé pour, réserver des bocadillos à minuit et là là on a on a avalé la descente. Non, non, mais la dame était adorable, elle est restée réveillée un peu plus longtemps. En plus, on savait qu'elle nous attendait, donc c'était une motivation de pas la faire se coucher trop tard, donc on a un peu appuyé. Donc on a appelé, je dirais 30 kilomètres avant, pas beaucoup. Et du coup, au niveau matériel, c'était c'était quoi ton vélo? C'était un gravel ou qu'est-ce que tu Non. avais comme pneu? C'est C'est mon vélo de route, un Giant, TCR Advanced, One que j'ai acheté de seconde main l'année dernière, en début d'année, quand j'ai commencé à me mettre un peu plus, vélo dans le sud et j'ai juste mis des pneus 32. Normalement, je suis en 28 et j'avais déjà changé mon développement parce que j'ai aussi fait les scènes majeures l'été dernier avec ma grande sœur. J'ai essayé de le faire en fait, je dis que c'est mon deuxième ultra, mais mon premier vrai ultra pour moi, c'était essayer de faire en 24 heures les scènes majeures, l'année dernière et donc voilà, j'avais un très bon développement. Enfin, je trouve que j'aurais pas fait différemment. Ne me demandez pas ce que c'est, j'ai déjà oublié. Ouais. Je suis vraiment un peu je suis pas très douée en Je mécanique, comprends, je Et, comprends. et les 7 mais majeurs, ça s'est fait en combien de temps du coup? on a fait un court métrage là. Donc dans le court métrage, faudra Ah! regarder, Ah, non ok, mais on peut pas ça a savoir. Ok, été ça filmé. marche. Ah, Voilà. c'est excellent. Donc le Ouais. court-métrage, sera disponible, quand? Dans les festivals, je pense en fin d'année, les festivals vélo. Mais c'est chouette, c'est aussi pour montrer, une aventure entre filles, entre sœurs à vélo et voir qu'on peut aussi se challenger. Nous, là, pour le coup, ça peut paraître, normal, mais en fait, je trouve que chacun a son Everest et moi, à ce moment-là, les scènes majeures, enfin même, je pense Bah, encore aujourd'hui, c'est ça costaud, hein. c'est costaud, hein, c'est En moins de ça va. 24 heures, moi, du coup, c'était mon objectif, je les ai pas fait, hein, je les ai fait en 32 heures, hein. Je suis Ouais, resté 4 c'est heures à me ça réchauffer dans des chiottes. nous, on avait une voiture ma maman était dans la voiture d'assistance, donc moi, Ok, j'ai adoré moi, j'adore le côté partage du vélo et Bien donc sûr. c'était ça ce qui prédomine dans les scènes majeures. Voilà, j'en dis pas ok, plus. Oh là ok, là, ça on marche, a ok. on a hâte de voir ça, Ah, on a hâte ok, de voir ça. intéressant, le petit teasing là. Donc, du coup, t'avais prévu le développement qu'il fallait. Non, j'avais ce qu'il fallait et en termes de j'avais une sacoche arrière, je pense, de 13 litres, celle que j'avais en voyage, qui était très bien. En fait, j'ai pas voulu tout changer de dernière minute et un top tube un peu plus grand qui faisait la longueur de mon cadre et je ne saurais pas dire la contenance, mais j'ai trouvé ça bien et aussi une veste d'hydratation. Je pense que le problème, c'est quand tu as plus de place, de volume, bah, tu le remplis et ça a été un peu mon cas, mais ça m'a permis d'emmener, 500 millilitres de gel de Pyrène qui m'ont été super utiles pendant la deuxième nuit, donc voilà. J'ai pas d'énormes regrets si ce n'est, de charger ma lampe avant comme j'ai un peu Ah, oublié tu ça. avais pas chargé la lampe avant? Non, Le bidon et la j'ai lampe. tout prévu à frontal. Alors comment ça s'est passé cette nuit, sans tu eu assez de batterie, sur ta lampe avant? Ouais, j'ai de la chance d'avoir acheté dernière minute la Nightcore, la lampe avant et j'ai acheté une batterie spare, enfin une pile, spare et ça a été top. Heureusement que j'ai fait ça parce que j'avais une vieille frontale qui me lâchait tout le temps et la lampe avant était top, hein, c'est juste que j'ai oublié de la charger, c'est un ami qui me l'a prêtée et j'avais pas trop compris comment ça marchait, je pensais que c'était chargé, c'était pas chargé et elle m'a lâché au bout de 30 minutes de course mais voilà, voilà. Et t'avais une batterie externe ou pas? J'avais une batterie externe 20 000, Ouais. milliampères. Mais ce qui m'a un peu frustrée, c'est que ma lampe avant qui était censée être géniale avait aussi une batterie, 20 000, milliampères, donc j'ai porté, presque 400 grammes inutiles pendant tout du long, quoi. C'est rien, mais en cumulé, c'est juste que Donc tes regrets au niveau matériel, c'est surtout ouais, d'avoir pris un petit peu trop, ouais et OK, encore, je sais pas, j'ai pas envie de rentrer dans un truc de gain. Pour moi, en marginaux. tout cas, à mon niveau, aujourd'hui, j'ai pas l'impression que c'est ça qui a fait une énorme différence. C'est un peu Mmh. facile de dire que c'est ça qui m'a bloquée. Je pense que c'est Mais je suis contente parce que j'ai appris plein de choses pendant cette course et je ressors avec, j'ai vite dû écrire parce que rien que les manchettes UV, je n'oublierai plus. Et Enfin, c'est plein de t'avais pas petites de choses. manchette? Non, c'est pour ça que j'ai fait un beau OK, dégradé. et Jean-Bière non plus, tu en avais pas? Jambière chaude, oui, OK. mais ça, j'en avais pris, mais en fait, je les avais pas trop testés avant et je pense que j'ai un bon froid aux jambes, mais je le savais, j'aurais dû m'écouter
et quand j'avais vu la température de nuit, j'aurais dû ne pas les prendre, mais ça m'a permis de dormir dehors parce que j'avais rien pour dormir dehors, et quand j'ai fait une sieste à 2 heures du mat, bah, j'étais contente de les avoir. Ouais, OK, OK. Ah ouais, Tu ouais, as l'air de te donner envie, Victor, Ouais, de cette situation. du coup, tu as dormi vraiment à même le sol, Ah ouais, Ah j'étais ouais, très bien, hein, avec ma couverture de survie, ma doudoune, ouais, parce que du coup, j'avais ma doudoune. Mais incroyable. non, c'était OK, hein, je le ferais pas pendant des heures, mais Oui. j'avais peur de la sécurité et tout avant course. En fait, quand tu es fatigué, tu dors, enfin, oh, tu t'en fiches. ouais, tu C'est t'en clair. fiches, tu dors. Incroyable. Toi, le thé, est-ce que tu as des choses que tu regrettes d'avoir pris, ou est-ce que tu as des choses que tu changerais sur ton setup? Niveau matos, j'ai tout ce qu'il me fallait. J'avais même prévu en vrai, tu vois, en termes de pépins mécaniques, j'avais aussi tout ce qu'il fallait. Genre, j'avais un bidon rempli bah, pour être paré à toute éventualité et ça, par exemple, je lésinerai pas là-dessus, quoi. Genre, même pour mes prochaines courses, même si ça fait du poids en plus, en fait, tu sais jamais ce qui t'arrive et tu vois, on en discutait, de, de partir avec une patte de dérailleur. Tu me disais: «Bah, c'est peut-être pas forcément utile». Bah, là, du coup, c'était intéressant de l'avoir parce que dans la grosse partie gravel, tu sais pas ce qui peut Il se aurait passer, pu se quoi. passer des choses. Ah bah, là, franchement, je crois qu'il y a eu pas mal de casses, hein, sur les participants. Il y en a qui ont chuté, donc c'était ouais, là, tu vois, j'étais content d'avoir tout ce qu'il me fallait. Après, le sac, je dirais qu'il est plutôt pas mal. Je le remplissais pas à fond et c'était pas l'objectif. C'était genre, tu vois, si je devais m'arrêter le soir pour prendre à manger avant de dormir, bah, j'avais de la place pour le remplir et mais sinon, il était plutôt pratique. Il a des petites poches devant pour pouvoir avoir rapidement accès à mes petits outils, type kit de tubeless, pour réparer le tubeless si jamais en urgence, multitool, le genre de choses non franchement, niveau matos, C'est j'ai trop fait chouette un que tu partages avant. Merci oui, de moi, ça voilà, m'a tu vois, aidé voilà, elle me tend la perche, pour les parfait et bah, dernières minutes comme moi. si vous êtes curieux et intéressé, allez voir mon post, avant course où je explique tout le matos qu'il y a dedans et franchement, il était plutôt adapté. Ouais, sauf les manchettes, du coup, moi j'avais jambière et manchettes, temps frais et je les ai portées presque tout le long de la course, qu'il fasse chaud ou froid et pour me protéger surtout du soleil. Hem et vu que j'ai fait des entraînements de chaleur l'hiver, j'avais pas spécialement chaud. Genre clairement c'était supportable donc mais par contre ouais, cet été je vais prendre des manchettes, blanches, anti-UV et je vais peut-être voir aussi pour des jambières, blanches aussi. Mais après les jambes en fait, c'est plutôt cool en fait d'avoir de la chaleur au Ouais, niveau c'est des plus une articulations. histoire de coup de soleil, mais Ouais, par c'est contre, oui, ça. moi j'avais des manchettes noires, hein. J'avais des manchettes noires, mais en fait, c'était pire parce que j'avais tellement cramé le 1er jour que j'étais obligée de les mettre le jour d'après, mais j'avais hyper chaud, quoi. Je bouillonnais, c'était pas bien, donc j'avais Tu des vois, des tu disais tout à l'heure, tu avais pris un coup de chaud le premier jour. J'ai eu un peu la même sensation quand je me suis couché le soir à l'hôtel. Je sentais bouillonner au niveau de la tête et du coup, le lendemain, j'ai pris le tour de cou de l'organisation qui était blanc et je me le suis enfilé, cagoulé et en fait, je suis resté comme ça, toute la journée et j'étais trop bien, en fait. Genre vraiment, j'ai l'impression d'être un ninja. J'étais sur mon vélo, tout cagoulé, j'ai juste eu les bandes au niveau des poignets, là où il y avait le soleil qui passait, sinon j'ai rien eu de cramé, quoi, donc j'étais trop bien. J'étais trop bien. parce que le 1er jour, on était dans les plateaux à 1000 mètres, en fait, donc on réalisait pas qu'on était hyper exposés. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas Castilla de la Mancha, les longues lignes droites. Ah là là. Il faisait pas forcément chaud, donc vous vous rendiez pas trop Ouais, compte, mmh. exactement. Non, non. Et ça, c'est intéressant, quand on te voyait, Tim, avec, tout cagoulé, avec, les manchettes et cetera, on se dit: «Ouais, mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait super chaud, pourquoi il a ça?» Mais c'est vrai que c'est vrai qu'on se rend pas compte, mais des fois on on a presque moins chaud que si on était, surexposé, donc non, ça c'est un bon point. Non, puis en fait, dès que tu roules avec la vitesse, tu pas spatialement froid. Même si, le tissu noir, ça chauffe quand tu es à l'arrêt, mais dès que tu es en mouvement, il se refroidit quand même assez vite. Le seul moment où j'ai eu un peu chaud, c'était quand juste en montant dans le CP2 où là, je marchais dans les grosses montées. Là, je sentais qu'il faisait un peu chaud, mais sinon Mmh. ce le reste, ça allait, quoi. C'était supportable. Ouais, je bouillonnais dans cette montée aussi, qui était à 15 heures. Oh là là, l'enfer. Mais en tout cas, c'est très bien que vous parliez aussi du matériel et de ne pas lésiner sur, comme tu disais, Mmh. tu sais, sur, Et puis surtout sur la préparation avant, que ce soit, sur ton vélo, le bon choix de pneus,
Tu vois, moi, je suis parti en tubeless parce que j'ai l'expérience et je repasserai jamais sur chambre à air. Hem, Clairement, j'en ai testé un aussi, un liquide tubeless spécial, enfin pas spécial, mais j'ai changé de tubeless il y a pas longtemps et je reviendrai pas sur d'autres pour l'instant parce qu'il a des petites billes à l'intérieur, ce qui permet que dès qu'il y a une crevaison, ça vient boucher rapidement le petit trou. Et j'ai eu l'expérience sur, le stage que j'avais fait à l'avance, ça avait rebouché direct, j'avais même pas besoin de regonfler ou quoi que ce soit. Et là, sur la Désertus, j'ai pas entendu de crevaison ou quoi que ce soit sur toute la course. Et même si j'étais en 30, j'étais en pneu de 30 parce que je pouvais pas mettre plus. Je serrais un peu des fesses dans la section gravel, mais je faisais en sorte d'équilibrer bien mon poids pour soulager, à chaque fois les jantes. Parce qu'en fait, en fonction de ta répartition de ton poids, tu peux venir soulager les comment dire? Les chocs sur tes roues et franchement, c'est passé, quoi. Mais ouais, aussi, ce qu'on oublie souvent, qu'il y a quelques personnes qui ont eu le problème, c'est le changer les câbles avant de partir, sur des longues distances comme ça. Il y en a quelques personnes où ça s'est cassé dans la cocotte, bah, du vélo et clairement ça arrive très souvent. Donc moi, j'ai tout changé à l'avance pour être sûr d'avoir aucun problème. J'avais même des câbles de rechange à la bonne longueur déjà coupés pour pouvoir le changer rapidement. J'ai vraiment mais tout prévu et du coup, aucun problème mécanique et ça mentalement aussi, ça te fait une charge en moins et tu te Ouais. dis: «OK, let's go». Bah, c'est vrai que moi, j'avais moins d'anticipation. J'ai changé mes pneus juste avant, mais je les avais pas trop testés, donc j'étais contente de les avoir changés. Tu Mais savais du ce que coup, tu avais comme modèle? heu Pardon, tu m'as dit tout à l'heure, faut pas poser les questions. non, non, parce que je les ai je pourrais te le dire après. Je sais même OK, plus. En ça fait, marche, pas de souci. j'ai changé dernière minute parce que c'était les Mais ce seuls qu'on qui sait étaient que c'était des 32, ce que oui, tu c'était as des 32, mais je sais plus dire la marque. Ah oui, pardon, oui, non, c'était des 32. Mais parce qu'en fait, moi, c'était le max, max, max que pouvait accepter ma jante. Tous les autres marques, c'était que le 30 qui passait. ouais, on a vu des Mais photos, avec la boue, c'était Ouais, ah ça oui. c'était compliqué le c'était passage après, hein. limite. Ouais, Et puis même, par exemple, dans la section gravel, un coup de mou que j'ai eu, c'était parce que j'avais l'impression que j'étais en train de énormément abîmer mon vélo et que j'avais pas confiance sur le fait que j'allais pouvoir gérer la situation. Donc c'est vrai, effectivement, avoir un peu ça sous la main. Et j'ai pas envie d'être le cliché de la fille qui sait pas gérer son vélo. C'est juste que ça me passionne pas, mais avoir des bases traînées, j'ai une chance de pas souvent et je devrais pas le dire à voix haute, mais donc c'est pas bien parce que ça reste un peu une appréhension alors que bon, bah, tu te poses 2 secondes, tu manges un petit truc avant de gérer la situation et tu fais quoi. c'est ça, exactement. Faut prendre le temps, Mmh. faut pas se stresser, faut se dire: «OK, on va faire les Bah, choses Camille l'a doucement bien et y a pas de montré. souci». Ouais, Camille, elle a eu des problèmes, dans l'étape forcée, qui était pas facile de nuit et elle a super bien géré la situation, avant de repartir. Elle s'est faite confiance, et c'est top. Mmh. Concernant le budget, combien ça représente, pour participer à une Désertus? Parce qu'on sait qu'il y a déjà le transport, Mmh. il y a l'inscription, il y a aussi du coup, la nourriture sur la course, il y a les hôtels, le matériel. Combien combien c'est revenu pour toi, Tim, par exemple? tu as réussi à calculer, toi Alice, un peu ou pas? J'ai pas fait, j'étais en train de réfléchir, j'ai pas fait un bilan, j'ai réfléchissais aux gros postes. Moi, c'était les logements, mais je ferais pas forcément différemment parce que c'était moi, pouvoir me doucher, et même avoir une vraie nuit. Je sais qu'il y a différents avis dessus parce qu'il y en a pour qui c'est l'aventure de l'année, donc ils ont envie de le vivre à fond avec un bivouac. C'est ce que m'a dit, Jean-Baptiste que j'ai rencontré en route et c'est trop chouette. Mais moi, c'est plus pour le si j'avais envie de me donner tous les moyens pour bien repartir et vraiment me reposer. Je pense que Victor, tu avais un avis similaire dessus. Dans certaines courses et après ouais, il y avait le transport peut-être à aller retour pardon et et la nourriture. La nourriture, c'est vu qu'on mange beaucoup, Ah ouais, mais mais moi je pensais, dépenser plus que ça sur la course. Parce que du coup, j'ai réussi à retrouver, bah, du coup toutes les dépenses et si je parle juste du budget de la course au départ jusqu'à l'arrivée, sans compter du coup les Airbnb par exemple avant course et après course, mmh, je suis autour de 250 €. Donc, en comprenant du coup 2 nuits d'hôtel, enfin 2 réservations d'hôtel, OK. et la nourriture et je pensais payer beaucoup plus que ça, en fait. Donc non, c'est plutôt cool parce que sinon, j'ai fait des petits calculs avec le prix de l'inscription, je crois que je suis autour de 1 000 € à peu près avec, Airbnb avant, Airbnb après et sans compter le transport parce que du coup, moi j'ai eu la chance que mes parents, m'ont accompagné, à l'aller. Et au retour, du coup, j'ai trouvé une place dans une voiture,
Je remercie Alex et sa famille, qui m'ont remonté, enfin, c'était trop chouette. Donc ouais, là-dessus, et puis là, on parle pas encore du matériel parce qu'après si tu prends en compte, je sais pas, ton prix du vélo, le changement de tes pièces avant la course, enfin, c'est vrai que c'est un gros budget, hein. Faut vraiment le prendre en compte. Ça, je suis d'accord. C'est non négligeable, en fait, dans le budget, c'est toute la préparation en amont. Il te manque toujours moi, en l'occurrence, la lampe, j'en avais pas une bonne et quitte à investir, je me suis dit: «Autant me prendre une bonne», il me manquait 2-3 choses ici et là et en fait, à chaque fois, tu as l'impression de faire d'autres achats, Ah ouais, ouais. tu ne t'attends pas, j'imagine pour beaucoup la nutrition en avant, même pen je trouve que la préparation m'a coûté cher, rien qu'au tout le vélo que je faisais et tout ce que je mangeais qui Oui, était, ça oui, oui, oui. Oui, vraiment au je peux l'appliquer quotidien, ouais, 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 ouais. ça coûte cher. C'est sûr, ça coûte cher, ouais, au quotidien, surtout avec les prix, des gels, aujourd'hui, qui ça coûte, des dizaines et des dizaines d'euros, Mmh. par semaine. Et Alice, tu es arrivée combien de temps avant, le départ? Alors j'ai eu beaucoup de chance, c'est chouette que tu en parles, mais j'ai fait une super rencontre, avec un groupe de copains que je vois régulièrement, depuis le Marseille-Naples, que j'ai rencontré en cours de route justement. Donc ça revient un peu sur ce que je disais, moi le vélo partage est vraiment chouette et donc j'ai dormi chez les parents de jumeaux, qui faisaient la course du Marseille-Naples et donc les parents étaient à fond. Elle m'a même amenée au point de départ, ce qui veut dire que la veille, j'étais à Hendaye. Heu J'étais vraiment dans une ambiance, familiale, hyper joyeuse. Bon, ça m'a fait faire des oublis comme, Charles de Gaulle, L'heure j'ai du mon dodo. croissant. Mais je trouve que c'est chouette d'arriver, ouais, vraiment, bah, j'étais contente de prendre le départ. Ça me paraissait un peu lunaire de me dire que je me lançais là-dedans, parce que j'y avais pas trop pensé, mais ça m'a mise, je pense, dans de bonnes prédispositions et contente de voir du monde parce que leur maman était hyper enthousiaste, de pour moi, enfin, elle me transmettait ce que c'était, elle part à l'aventure et je dis: «Ah ouais, c'est vrai que je pars à l'aventure. Le reste, on verra». Ah, c'est toujours drôle ça quand on parle, aux gens de ce qu'on va faire, ils sont en mode: «What the fuck?» et tout, Ouais, et ils ouais, sont ils sont presque plus hype que nous, et c'est nous ça. on est en mode: «Ouais, on va faire le truc, quoi». Ouais et puis je pense qu'il y avait un peu l'appréhension de se dire: «Waouh, c'est maintenant». Puis mine de rien, c'est quelque chose comme tu dis, c'est préparation hivernale, c'est un peu central et moi j'avais pas de gros objectifs juste après, donc j'avais envie de me dire que d'être fière de moi, tout du long, et de me savoir que j'avais fait, comme j'aurais voulu, le faire il y a quelques semaines. Même si juste avant, je trouve qu'il y a un Ouais. peu un truc de d'un coup, j'avais plus trop envie. J'étais là: «Non, non, mais je suis bien à bord de mer, je suis bien avec» un peu ouais, ouais, un peu pousser vers l'avant Ah et une fois ouais, que tu es lancé et ça va. Mais ah moi j'ai pas eu du tout ce même truc là, tu vois? Genre quelques jours avant, j'étais vraiment, apaisé, justement vu que j'étais trop content de moi parce que j'avais fait toute ma préparation, je pense comme je le pensais, comme je le voulais, genre j'avais aucun regret. Genre, j'ai fait, j'ai demandé à Camille parce que j'étais sur place un peu avant, elle m'a fait une trace. Pendant cette trace, j'avais les émotions qui remontaient, je pense que je pleurais toutes les demi-heures presque sur le truc. Peut-être aussi à cause du tracé qu'elle m'a fait parce qu'elle m'a foutu elle m'a foutu dans les gros pieds. elle a voulu tester. Je lui en veux pas, hein, je lui en veux pas, hein, un petit peu, mais mais donc enfin, du coup, je suis arrivé vraiment sur la ligne de départ, mais apaisé, à me dire: «OK, bah, tu as juste à te laisser aller, tu suis ton plan, tu te fais confiance et tu as tout ce qu'il faut pour y aller, quoi». Donc tu vois, apaisé mais excité de partir, quoi. Et une Ouais. petite parenthèse là-dessus, mais je pense que je suis pas la seule, que tu as marquée là-dessus, Tim. Tu as vraiment une trop belle énergie que tu as apportée à l'ultra et non, mais tu sais, tu es arrivée, tu débarques dans l'ultra depuis pas longtemps et tu as une belle approche parce que ça se voit que tu as envie de te dépasser et tu as envie de le faire bien et tu as fait une vidéo juste avant la course, je crois, où tu partages un peu ton parcours, un peu un bilan après-coup et c'est trop chouette que tu aies fait ça, ça donne envie de le faire aussi Je suis gêné et d'en parler à chaque fois, face aux gens. ah non, Je non, mais c'est chouette c'est plus parce que tu facile vois, moi là, derrière la caméra et tout, mais ouais, ouais, merci beaucoup. et donc c'est chouette, tu sais, ça a une approche assez, je sais pas, fraîche dans un monde, où ça peut être très compétitif ou quoi et tu rappelles ce que c'est avant tout. C'est, toi, tout humain, c'est ta découverte de ta course. Bah, tu vois, j'ai jamais été de l'esprit compétition mais j'ai l'esprit très joueur, en fait, et du coup, quand je me suis mis du coup, à me préparer dans l'ultra et tout, j'étais plus à me dire: «OK, ouais, punaise, je peux faire ça avec mon corps», et comme je disais avant, plus j'avançais dans mon entraînement, plus je me dis: «Ouais, la gagne, c'est possible», mais pas forcément pour juste, gagner, mais genre pour se dire de: «Waouh, je peux vraiment faire ça avec mon corps, quoi». Tu peux aller plus loin que tu ne penses, tu peux aller plus loin. Mmh. Exactement, et du coup, vraiment avoir confiance aussi dans son corps. Genre je crois que c'est le
j'ai fait beaucoup de sport, mais c'est le premier sport où j'ai vraiment appris à connaître un peu mon corps et ses capacités dans le moindre recoin et de se dire ce qu'il était capable de faire et genre c'est incroyable. C'est une sensation, une satisfaction, géniale, quoi. Ouais, c'est ça l'ultra. L'ultra, c'est aussi, apprendre à connaître son corps et puis développer de la confiance en soi, on peut peut-être pas acquérir, autre part et ouais, c'est super chouette. Ouais, et il y a un peu ce truc, je sais pas si vous le sentez aussi, mais en tout cas pour moi, c'est assez constant. Enfin, c'est bah, je m'entraîne, c'est pas que j'ai des résultats, mais je progresse parce que je mets de l'énergie dedans et que je m'entraîne. C'est assez factuel, encore plus maintenant que je fais de façon structurée depuis quelques mois et donc je suis fière je m'entraîne, il y a des résultats, je suis fière de moi et j'ai envie de continuer et c'est pour moi et je trouve que c'est hyper transférable en termes de confiance en soi sur d'autres aspects. Moi, dans mon travail, parfois, bah, il m'arrive d'avoir de syndrome de l'imposteur, d'être, peu sûre de ce que je fais et à chaque fois, je me dis: «Bah, pas de raison, il y a pas de raison que tu y arrives pas. Si tu là, tu vas te poser, tu vas déchiffrer la montagne que tu as devant toi, déconstruire la montagne que tu as devant toi et ça va bien se passer. Quand tu es capable de faire ta sortie là de Barjot le week-end et tu C'est verras, ça ça, va bien se ouais, passer». exactement, ouais, ouais. Est-ce que tous ces sacrifices que vous avez donnés, est-ce que les résultats ont été à la hauteur de ces sacrifices? Et est-ce que, vous arrivez à avoir un équilibre qui est sain, dans votre vie, à côté du vélo, Ouais. de travail, famille, de couple, Je pense que ça allait parce que c'était sur un temps donné. Et je savais que, bah, début avril, c'est encore tôt dans l'année. Là, en mai, j'ai beaucoup d'événements familiaux avec des amis et c'est important pour moi de pouvoir les vivre et de pas avoir trop de contraintes. J'ai pas envie que ma vie soit toute structurée, de dire non. J'ai beaucoup d'amis qui font pas de vélo parce que j'en fais pas depuis si longtemps et de dire non à ça, non à des moments plus calmes. Mais je le vois pas comme sacrifice, mais plus, un temps qui m'a été dédié pour me donner à fond dans quelque chose, d'un peu nouveau et je pense que par contre, c'est là où on m'a beaucoup je pense que quand on me demande de résultats, est-ce que j'ai été contente? Bah, pour moi, bah, c'est une chose, le classement encore une fois, c'était un peu pas hors de mon contrôle, mais je veux dire, ça dépend tellement des personnes qui sont sur la course. Mais je suis vraiment fière de l'avoir vécu et vécu d'une manière, bon, bien sûr, c'est pas constant tout du long, mais j'étais vraiment heureuse d'être là. Pas avant le CP1. Avant le CP1, j'étais là, en train de me demander ce que je faisais ici dans les longues lignes droites. Mais après ça, je trouve que j'ai vraiment su me dire à chaque fois: «Bah, j'ai choisi d'être là. OK, c'est dur, mais c'est pas grave» et j'ai fait des belles rencontres. Je sais que pas toutes les courses, bah, typiquement, ce que tu as fait l'année dernière, Victor, là, avec la TCR, mais il y a pas toutes les courses qui autorisent ça. Mais j'étais tellement heureuse, moi, de pouvoir vivre, une grande partie de cette aventure à partir du kilomètre, je crois, 800 jusqu'à la fin. J'étais avec François, qui avait vraiment un meilleur niveau que moi, qui aurait pu aller plus vite. Et je pense que moi, il a bien aimé l'énergie qu'on avait en duo, de rigoler beaucoup. On n'était pas forcément toujours à côté, on n'a pas forcément toujours parlé, mais il y avait un peu un truc de dans les moments de galère, on était 2 et on pouvait pas l'étape forcée, moi, je l'ai vécu en rigolant beaucoup parce que c'était au petit matin, 7:00 du matin, il y avait une jolie lumière. Bah, ouais, il faut enlever les chaussures, pour marcher dans la rivière, bah, c'est pas grave, c'est rigolo. Faut marcher à tel endroit. Il y avait un truc un peu de on s'en souviendra à 2 quoi et même, et surtout de me dire que oui, ça a été dur, mais là, dès le lendemain, j'arrivais à me rappeler que des bons moments vécus et me dire que, bah, ouais, c'est chouette pour mettre de l'énergie dans quelque chose, il y a un aboutissement et même si j'avais dû arrêter ou quoi, c'est avant même de prendre le départ, j'étais contente de voir que je pouvais me dédier à quelque chose et progresser et j'ai encore plein de choses à apprendre et c'est chouette aussi. Si j'étais parfaite dès le début, ça m'intéresserait pas. Donc voilà et par contre, ouais, contente de faire une petite pause et de pas avoir tout de suite un autre objectif derrière. Ou alors dans ce cas-là, il faudrait que je me structure encore mieux que maintenant. Ou allège mon travail. non, tu prends le temps d'apprécier les choses et c'est important aussi d'avoir ce temps après un ultra pour apprécier, prendre du recul sur ce qui s'est passé et analyser et cetera donc et être fier de soi, c'est important. Et toi, le thé, alors enfin, est-ce que le résultat était à la hauteur du Moi, sacrifice? pour moi, j'ai pas fait de sacrifice parce que c'est le choix de vie que j'ai mené, depuis, à peu près, du coup, 8 mois vraiment avec l'entraînement structuré et déjà à la base, je suis un peu casanier et du coup, ouais, avec le vélo, ça m'a permis de créer encore une plus belle structure et d'être dans ma bulle, en fait. Genre clairement, j'adore, tu vois, à l'inverse peut-être de toi où tu es beaucoup dans le partage, même si je vais avoir mes moments de partage, genre j'adore rouler seul en vélo parce que je me retrouve, dans ma bulle, dans mon univers et genre c'est trop bien. Je suis là, je suis dans mon petit cocon et donc ouais, non, pour moi, j'ai pas fait de sacrifice. Je sais pas si
si je ferais ça encore pendant quelques années, en fait, je verrais un peu comment j'évolue. Mais ces dernières années, tu vois, j'avais besoin de ce rythme-là, de ce cocon-là et voilà. Donc pour l'instant, ça me convient très bien et on verra pour la suite. Mais en tout cas, ouais, je suis trop fier de tu vois, des résultats que j'ai faits et ouais, bah, merci. Ouais, mais toi aussi, attends, franchement, les perfs que tu fais, c'est génial, c'est énorme. Surtout en cumulant avec, ton travail en temps plein, il y a énormément de mérite, clairement. Et donc voilà, donc j'ai hâte de voir la suite, ce que ça va donner pour les 3 autres courses, de cette année, quoi. Ah! Quelles sont les 3 autres courses? Ah, je sais Tu peux pas, les on en dire ou parle pas? maintenant ou à la Ah, je fin? sais pas, pardon, On je peut suis en parler curieuse. après, on peut OK, voir. OK. Allez, à la fin, à la fin. Pardon. Bon, on va parler, du coup, de la course, Course? vraiment comment ça s'est passé. Ouais, je sais que, bah, pour l'avoir fait, l'année dernière, le départ, c'est toujours, quelque chose de spécial, sur la Mmh. Désertus. Ça part à minuit. Donc en pleine nuit, c'est quand même assez spécial parce qu'il y a toute la journée où on attend le départ. Ça peut être un peu long ou toi Alice, peut-être que c'est paru enfin ça a été, Je suis arrivée simple. tard je suis arrivée tard au lieu de départ, donc ça allait. Parce que toi, enfin, tu l'as Bah, jamais? j'étais déjà sur place et OK. donc je suis allé reprendre, je crois, mon dossard vers 14h et après je suis Ah allé oui, me ouais. remettre à mon Airbnb pour me reposer et je crois que je suis arrivé à 23h45 ou un Ah truc comme waouh! ça, OK, genre, ouais, ouais. ah ouais, ouais, Je suis arrivée à 21h30, donc j'ai moi, l'impression d'arriver j'étais déjà focus. Tu vois, je me suis mmh. déjà focus, mentalement préparé au départ, OK, à trop voilà, bien. me préparer et tout et j'avais envie Ah, de c'est prendre ce cool. moment, ouais, ouais. Toi ton approche Alice, ça devait être plutôt pas mal parce que vu que tu étais, dans la famille, Mmh. de tes amis, peut-être que ça t'a comme tu disais, ça t'a peut-être détourné un peu de l'enjeu de la course Exactement. et de ne pas trop y penser donc Oui, puis ça te fait prendre de la hauteur. Tu te dis: «Bah, c'est chouette, c'est une aventure» et je pense que j'avais besoin de ça, d'avoir un peu un reflet de parce que j'étais dans l'organisation les jours avant de mes fameux POI, que j'arrivais pas à synchroniser et tout ça et là, d'un coup, j'étais là: «Bah, c'est pas très grave». En fait, l'aventure le bikepacking, je pense que les voyages à vélo te permettent d'apprendre la débrouillardise et de savoir que tu sais gérer quelque chose. La chose un peu plus dure, c'est quand tu le fais un peu de manière compétitive, c'est que tu te dis: «Tout le temps est un peu compté». Mais comme ce que tu disais Tim, c'est moi les derniers mois, j'ai appris à être une bonne compagnie pour moi-même aussi à vélo seule, alors que j'ai toujours beaucoup roulé en groupe ou avec d'autres gens et donc dans les moments de un peu de difficulté, bah, je les gérais seule et c'est ouais, c'est apprendre à se faire confiance même pendant la course, que, bah, tu pourras pas tout contrôler et que les imprévus, bah, ils t'apprennent aussi à un premier imprévu, tu sais que tu pourras gérer le prochain, quoi. Ouais. c'est ça aussi que ça t'a apporté le voyage à vélo, c'est, le fait de toujours, savoir que tu vas te débrouiller, qu'il y aura toujours une solution, c'est un peu ça Mmh. qui ça t'a apporté? Ouais, je pense que tu sais que, bah, c'est pas à chaque fois sur le moment, tu le vis pas comme tel, mais les galères, ça devient des bonnes histoires. Et ça a été le cas. Moi, j'ai pas un autre truc de matériel, c'est que j'avais des cales de route et j'en pouvais plus parce que j'avais plein de boue qui se mettaient tout le temps dessus. Genre à refaire, Ouais, c'était pas du tout ça. Et du j'ai eu coup le même problème aussi, ouais. et sauf que donc je remenais et bah, le fameux Français avec qui j'ai fait la moitié de la course, il rigolait à côté de moi parce qu'il sentait que, en fait, je me butais sur quelque chose qui était vraiment pas important, c'était juste un peu de boue et à un moment, je me suis vue et j'ai explosé de rire parce que j'étais là: «Bon, en fait, c'est vrai que c'est pas très grave, je suis C'est en train marrant. de m'exciter sur rien là, on se calme». Ah ouais. Yeah. Ouais. OK. Donc le départ, est-ce que quand le départ a été donné, comment ça s'est passé pour vous? Je sais que ça part vraiment très, très rapidement. Mmh. Hem, Alice, toi, je crois que tu as dit que tu as suivi un peu le flow et que tu es partie vite? Ouais, à fond les ballons, mais sans en fait, déjà, j'ai pas connecté mon capteur de puissance à mon GPS et je pense que j'aurais dû parce que la nuit, tu es un peu dans le biais et j'avais pas non plus mon capteur cardiaque. Je me suis entraînée avec, donc ça m'a permis d'avoir des référentiels. Sauf que c'est vrai que de nuit, dans les efforts à refaire, peut-être que je l'aurais. Je voulais pas m'accrocher à des statistiques, mais ça aurait été intéressant et je choisis de l'afficher ou non. Et c'est vrai qu'il y avait un peu un engouement de groupe. Je voulais être plutôt devant pour pas être juste dans la roue de quelqu'un, mais en même c'était trop bête. J'étais un peu dans une nervosité et en même temps, j'avais des bonnes jambes. Elle s'est Donc croyée là sur une la nervosité excitation, quoi. cyclo-sportive, «Ah go, go!» Ouais. Et toi, toi, tu as eu une approche complètement différente? Bah, Heu, moi, on m'avait prévenu, ouais, plusieurs fois, on m'a dit: «Attention, ça va partir très vite, attention». Donc moi, j'étais déjà focus, j'avais, bah, mon écran avec, la carte et les watts et je suis resté au régulateur. Je voyais que tout le monde,
fusait dans les bosses, ça appuyait fort. Mais après, dès que ça redescendait, bah, je les rattrapais parce que ça appuyait moins fort et ça réappuyait. Mais donc ouais, j'étais en mode: «What the fuck?» mais on part pour Tu t'es 1 200 kilomètres, hein. tu dû me le dire, tu dû crier un peu plus fort. Mais c'est vrai que par contre, du coup, moi, j'étais au régulateur et j'ai fait la rencontre de Romain et Chloé qui eux aussi, on s'est retrouvés, l'un derrière l'autre et ils roulaient aussi trop bien, genre comme moi. Du coup, on a fait des petits relais et tout, jusqu'à ce que nos routes se séparent, je crois qu'ils ont pris un autre col et moi aussi un autre. Mais là, tu vois, c'était trop agréable parce qu'il y avait une petite synergie et tout, ça roulait bien, c'était propre, pas d'à-coups, rien du tout et là, j'étais: «OK, ça part bien là, on reste sur ce rythme-là». Donc non, bon départ, bien géré. Ouais, je pense que c'est important de pas trop aller dans le rouge parce que, quand tu dépasses une certaine zone, là, tu consommes beaucoup plus d'énergie et Mmh. tu le ressens vraiment, dans la Ah, course tu vas le ressentir plus tard, ouais. ouais et et ça te permet plus d'avoir un rythme de croisière, assez élevé. Donc, je sais pas si toi tu l'as ressenti, après, être parti fort ou ça a été, tu Non, non, as c'est vrai, retrouvé un bon rythme? en fait, ça a été vachement des yo-yo jusqu'au CP1. Après, moi, je pense qu'à chaque fois, dans chaque journée, ceux qui m'ont croisée l'ont vu, j'étais toute rouge l'après-midi, j'avais eu du mal à gérer la chaleur jusqu'à la fin de la course. Pas à cause des coups de soleil du premier jour, mais je trouvais que jusqu'au CP1, j'arrivais pas trop à trouver mon rythme. Et puis j'avais beaucoup d'informations sur le fait que j'étais première, mais j'aimais pas ça. Avec Camille, on était toutes proches à ce moment-là. Et en fait, j'ai pas aimé parce que j'étais plus dans mon truc, dans ma bulle. Et je rentrais dans un truc qui était autre et que je voulais plus depuis, février m'accrocher à une position de course. Parce que même, je voulais pas faire ma sieste du soir en fonction, enfin ma nuit ma nuit entre guillemets, en fonction enfin c'était nul parce que je me connais pas assez pour savoir comment je peux le payer dans la course. La course, ça se joue pas à quelques kilomètres à un moment, un peu plus poussé. Donc je trouve que j'avais du mal à trouver mon rythme, à bien m'alimenter et à partir du moment où j'étais un peu plus seule, c'était espacé. C'était bien, je pense que je retrouve pas non plus François au tout début, mais de me laisser le temps de me calmer. J'adore rouler de nuit, mais j'aime pas rouler de nuit rythmé comme on l'a fait. J'aime rouler de nuit, pour, me sentir un peu bah, avec moi et ma propre compagnie, dans l'apaisement, de profiter des étoiles. Je regardais pas du tout les étoiles le premier soir quand j'étais dans le groupe. Donc je pense que c'est s'ajuster et pour arriver à un stade, que toi tu décris, Tim, où tu es plus en mode cruise et tu trouves un rythme et tu es bien sur le vélo et même si j'avais la fatigue accumulée au bout de 500 kilomètres, j'étais mieux à ce moment-là que le début. OK. Et toi, Tim, durant la nuit, comment ça s'est passé? Tu as eu un gros coup de mou? Comment tu l'expliques? J'aimerais pas ça coup de mou. J'ai eu, des sensations au bout de 3 heures, genre j'ai eu des sortes de crampes bizarres au niveau des quadris intérieurs. J'étais en mode, «Qu'est-ce qui se passe?» Genre, ça fait à peine 3 heures que je roule, tout va bien, j'ai surveillé mes watts, donc j'étais en mode: «OK, bon, bah, du coup, là, j'ai réduit un tout petit peu la puissance pour faire passer». Et après c'est passé et je crois au bout de 4 heures, là pareil, je pouvais plus, j'étais déjà dégoûté de ma boisson, parce que je fais une boisson maison et que je suis habitué à prendre en entraînement, donc je suis parti là-dessus, pour le départ et après j'en aurais plus mais comme d'habitude, je me dis: «Trop bizarre» parce que j'ai l'habitude de la prendre et au bout de 4 heures, pareil, je suis jamais dégoûté. Donc là, j'ai fait une pause rapide dans une fontaine pour juste, boire beaucoup d'eau, faire passer le truc et après c'est reparti et let's go, quoi. Après, en discutant avec, Camille Soyer, les crampes, c'était peut-être, dû à l'excitation, en fait, du début de course. Parce qu'en fait, quand tu regardes, sur mes stats, même si mes watts, je les surveille, mon cœur, il battait très, très fort, en fait, au niveau de l'excitation, tout ça et tout et donc il y a peut-être de ça. Mais sinon, après, c'est passé et après la nuit, c'est bien passé. Le matin, juste avant le lever du soleil, c'était un peu dur mentalement, parce que du coup, il y a le coup de fatigue qui arrive un petit peu. Donc là, il y a une petite bataille mentale juste de survivre jusqu'au lever du soleil et après dès que le soleil est élevé, là ça allait super bien, quoi. C'est toujours Donc dur l'heure avant le lever de soleil ouais, parce que tu le ouais, sens, se ah fait tarder. exactement. Ouais, ouais, Ah vraiment les je pense premiers rayons une heure sont avant le lever, ouais, c'est assez compliqué, ouais, ouais. Et comment ça s'est passé la journée pour toi quand, ça vous avez dit tous les 2 que c'était très, très long, Ouais. avec ces grandes lignes droites. Comment vous avez, vécu la chose? Après, vous aviez aussi, peut-être les participants à côté de vous qui vous aidaient aussi à passer, cette journée, de meilleure façon? Ou est-ce que vous utilisez, les autres participants pour vous motiver ou Bah, moi je faisais en fonction des rencontres, tu vois? Je restais à mon rythme et puis,
Là, à ce moment-là, juste avant le CP1, j'étais avec, Benjamin et Clément et ils roulaient pareil au même rythme que moi, donc on est restés ensemble, jusqu'au CP1. Donc là, ça a roulé pas mal. C'était cool, tu vois, de retrouver du coup de quelques personnes aussi et après le CP1, j'ai reroulé tout seul parce que je prenais des routes un peu différentes, des Mmh. autres participants et là, ça commençait à être un peu dur parce que je commençais à avoir des grosses douleurs, au niveau des fesses et plus un vent de face, plus il faisait assez chaud en fin de journée. Donc il y a tout qui s'est accumulé et j'ai retrouvé, Benjamin et Clément sur la fin de journée juste avant l'hôtel et on râlait tous ensemble, c'était trop drôle. On avait tous mal au cul. Benjamin, je crois qu'il nous avait dit, il m'a dit après qu'il était aussi dans le mal parce que je crois qu'il avait pas réussi à remplir ses bidons parce qu'il avait des plus petites capacités d'eau et je crois il avait pas eu l'occasion du coup de re-remplir ou quoi que ce soit et du coup, on était arrivés tous un peu en mode, démontés de la ouais, on en a marre. Je suis arrivé dans l'hôtel, je me suis assis. Moi, je crois que je t'avais fait un vocal en mode, «Mais qu'est-ce que je fous là? J'aime pas, en fait». J'étais en mode: «Mais en fait, c'est ça l'ultra». J'étais en mode: «Mais qu'est-ce que je fous là? Oh! Oh waouh!» Ah franchement, en plus, j'ai remis toute ma vie en question à ce moment-là, parce que je m'étais dit: «Attends, j'ai 3 autres courses de prévues. Qu'est-ce que je fous?» J'arrête tout. Direct. J'arrête tout. J'ai je faisais mes petites vidéos sur Instagram sur le thème de l'ultra. J'arrête tout. C'est fini. Et c'est dans ces moments-là, je trouve que tu as le moins envie d'aller chercher ta boîte à outils mentale. Tu es là: «Non, non, je suis dans le mal, je suis dans le mal, il y a rien à Ouais, faire». Sauf que après je les utilisais quand même, mais vu que j'ai expliqué à Camille aussi là, après la course, genre, j'ai besoin aussi des fois de comprendre et de trouver un peu la solution. Et là, en fait, pour les fesses, genre, je m'inquiétais. Je me dis, «C'est trop bizarre, sur les 7 majeurs, j'avais pas eu ce souci-là. J'avais eu mal, mais pas ce souci-là» et là, je me dis, «C'est le premier jour, il reste encore 2 jours». J'avais peur que ça empire, donc je me disais, enfin, je m'imaginais des trucs, que ça saigne et cetera et finalement après, à l'hôtel, je me souviens, je mangeais en mode automatique, du pain de mie que j'avais acheté et une tortilla et un fromage qui était pas bon et je me dis: «Bon OK, en fait, j'ai pris du recul et j'ai dit: «Attends, en fait, tu as déjà fait plus de 500 bornes, tu as 2 heures d'avance sur ton plan de prévu, tu as fait le CP1 mais en fait, mentalement, tu te dis: "Tu as fait que le CP1" mais en fait, c'est juste qu'ils sont pas, bien répartis sur la course et donc je me suis dit: «Ah OK, tu manges, tu te douches, tu te soignes, tu dors et tu verras au réveil» et après, au réveil, c'est reparti pour une nouvelle journée et ça allait déjà beaucoup mieux et après j'ai trouvé le bouton off pour couper mmh, l'information des douleurs et là, la deuxième journée, c'était banger, banger. tu pas vu le bouton off de la tête. Ah On ouais, aurait j'ai dit trouvé le oui, bouton bon. off. Non, non, c'est drôle quand c'est la tête qui prend le relais de genre: «Ah mais si, c'est ça, ça, ça». En fait, quand tu coupes les trucs, bah, on verra. Pour l'instant, c'est comme ça et je fais au mieux pour anticiper la suite, mais pour l'instant, c'est le moment T. Toi, est-ce que tu as eu des douleurs toi, Alice, sur cette, Ouais 1re et journée ou? enfin, c'est pas hyper glamour, mais je pense que c'est important d'en parler parce qu'en tant que fille, bah, il y a beaucoup de filles, j'imagine qui se mettent à l'ultra et qui partent de la Désertus. Moi, je savais pas que c'était possible, mais j'ai eu des douleurs d'entrejambe, de frottement le dernier jour et donc j'arrivais mes prolongateurs étaient trop bas. C'était mon vélo de route, j'avais pas Donc du tout rehaussé les ça venait prolongateurs trop et j'ai appuyer? ouais, exactement et donc j'étais vachement assise, haute tout le reste de la course. J'étais à tenir mes prolongateurs, mais genre comme ça enfin, pardon, c'est un podcast. Mais j'étais assise droite et je tendais les mains et donc pas du tout, sur les longues lignes droites, pas du tout aéro, mais c'est pas grave. Mais juste, j'étais très inconfortable, quoi. J'étais beaucoup en danseuse, ce qui fait que j'ai des là, ça a commencé à aller mieux, mais les jours après la course, j'avais un peu un problème de sensibilité au niveau de la main droite, parce que j'étais tellement en grippe, en danseuse tout le temps que voilà, j'ai pas encore trouvé de solution, je sais pas comment faire pour la suite, mais je trouve que c'est pas quelque chose dont j'étais au courant, donc peut-être que je changerai de selle parce que là j'ai une Ouais, selle, c'est ce que j'allais te dire, mais moi j'ai eu pareil bah, après je peux pas comparer, mais j'ai senti, au niveau de la vessie surtout, des sensations très bizarres où je pouvais plus uriner pareil, sur la fin et je pense que je vais tester avec une selle, plus ouverte sur l'avant et oui aussi tu peux jouer sur les prolongateurs au niveau de la hauteur ouais, exactement. pour Ça, pas c'est être autre chose pareil. que j'aurais vraiment fait. Vraiment des choses différentes, parce que le but c'est pas du tout d'être à haut, c'est vraiment d'être une autre position de confort, en tout cas, C'est ça, pas ouais. plutôt un Ah bah, maintien, mais sur des trucs comme ça, faut privilégier quand même le confort quoi, voilà, du coup, clairement. je les utilisais pas du tout, quoi, à la fin. Enfin très, très peu. Ce que tu peux faire aussi, c'est je sais pas, peut-être que ça peut marcher, c'est, d'incliner, ta selle un peu plus, comme ça. Ouais, de 1 ou 2 degrés grand Ça max. peut ça peut ouvrir ta hanche et peut-être, bah,
peut-être aider à ça. Ou tu m'avais dit aussi Victor de ravancer un peu plus la selle aussi. Après, il faut faire attention au niveau de l'alignement avec les genoux pour le pédalage et tout, mais moi, j'avais aussi ravancé un peu ma selle et ça changeait un peu parce que sur les prolongateurs, tu es plus sur l'avant et du coup, c'était aussi un peu plus agréable. Ouais. Oui, il y a vraiment en fait, il y a le prolongateur de course où c'est comme ça que je les avais installés avec, on m'a gentiment installé, c'est un ami qui fait des études posturales et c'était très bien. J'étais bien positionnée, juste pas pour un ultra quoi, c'était juste trop long, trop de temps là-dessus avec de la grosse chaleur donc je transpire. Ouais. Et ouais, du coup, ça t'a suivi un petit peu toute la course ou est-ce que tu avais une crème pour soulager ou rien du tout? J'ai oublié. Ah. J'ai oublié ma crème d'anti-frottement. Mais en vrai, c'est non, c'est bon, c'est pas très grave, parce que c'est vraiment arrivé, je pense kilomètre 900 et bon, il y a quand même 350 bornes, mais non, non, ça allait. C'est vraiment pour moi, le truc qui m'a le plus pesé, c'est mes coups de soleil. Parce que du coup, j'étais hyper déshydratée. C'est tout bête, hein, c'est vraiment un coup de soleil, tu peux l'anticiper beaucoup mieux, mais justement, vu que tu y penses pas, comme étant un gros problème bloquant, bon, je pense pas non plus à la crème anti-frottement apparemment, mais bon, j'ai l'air très désorganisée, mais c'est juste que je pense que j'aurais dû faire comme tu as fait, Tim, ou anticiper, vraiment tôt, faire toute ma liste de matériel et pas dernière minute changer un peu, mettre des choses dans la sacoche, enlever, mais bon, on apprend. Moi, je suis contente d'avoir de choses à changer. On apprend toujours et on peut pas tout prévoir sur ces premiers ultras parce que il y a tellement de choses à prévoir et c'est vraiment l'expérience qui nous dit vraiment ce qu'il faut emmener ou pas. Et puis on est tous différents, donc on peut pas non plus. Enfin, écouter des podcasts, c'est bien, mais ça fera pas tout. Donc Mais c'est trop intéressant à l'arrivée, le jour même, donc je suis allée dormir quelques heures et je suis allée voir, Camille, sur l'arrivée est vraiment chouette de la Désertus, c'est hyper Ouais, social et clairement. elle a donné plein de conseils, des petites choses qu'elle a acquis, au fur et à mesure et je trouve ça chouette de se partager un peu de connaissances ou même un mécano qui m'a fait sa liste de son matériel. Bon, lui, il porte un peu sa maison, mais il l'assume. C'est vraiment toutes ses vis et un tournevis au possible, pas forcément utile, mais il m'a refait un petit point de pourquoi il prenait chaque chose et moi, après, je prends l'info et je choisis pour la prochaine fois ce que je garde et ce que je garde pas. Ouais, je suis d'accord, l'arrivée à la Desertus Bacchus, moi j'ai beaucoup apprécié et je suis content d'être pu rester, le reste de la semaine. Parce que vraiment c'était un énorme moment d'échange, de connaissances, d'expériences et incroyable quoi. Genre, c'était trop, trop cool. Tellement bienveillant de tout le monde, c'est ce monde-là que tu as envie Mmh. enfin, un mix d'aventure performance, mais chacun l'a vécu différemment, donc c'est drôle de débriefer, chaque session, Exactement, ouais. et même de parler d'autres choses que du vélo aussi. C'est ça qui est chouette, c'est chacun a des parcours très différents et on fait pas l'ultra pour les mêmes raisons, c'est cool de respecter aussi l'approche de chacun. génial, trop bien. Alors la deuxième journée, toi Alice, du coup, t'as dormi dehors la deuxième nuit? Oui, en fait, j'ai déjà pas un point important, c'est que j'ai pas beaucoup dormi tout du long, bien moins que ce que je n'avais anticipé. J'ai dormi 5 heures entre, 7:00 du matin, vendredi à, 7:00 du matin, mardi. Et c'était Ouais, pas prévu? c'était pas prévu. C'était pas prévu donc c'est pas assez, je pense. Mais en même temps, ça allait. Je pense que c'est juste la dernière nuit qui a duré beaucoup plus longtemps que prévu. Je pensais arriver, lundi matin quand j'étais à l'étape forcée, je me disais: «Oh peut-être que ce soir vers minuit, 1 heure, je peux envisager d'arriver». Et OK. finalement, en fait, j'avais pas anticipé le gravel, j'avais pas anticipé tout ça, j'ai juste vu la distance, j'ai un peu fait des calculs grossiers et je pensais que ça passerait et finalement ça a été beaucoup plus long. Heureusement que j'étais avec François qui m'a la dernière descente, moi, les derniers 40 kilomètres, je m'endormais beaucoup, j'étais plus là, quoi. Il fallait que je crie pour essayer de me tenir éveillée et ça c'est la corde, moi la ligne que je voulais pas franchir. C'est pas ça que j'avais envie de Les dangereux et c'est là où tu peux avoir vraiment des chutes, les pauvres gens qui j'avais étaient l'impression en train de dormir, qui devaient entendre passer une meuf. Ah! ouais, mais François, il me criait: Alice, voiture». Là, c'est Ah donc waouh! ouais, c'est là où je me dis que Ouais. c'était pas bien, mais en même temps, je pense que c'est parce que j'étais un peu plus lente dans la journée et 1 heure ou peu de plus aurait été bien. Bon, bien sûr, j'étais épuisée les jours d'après, mais en termes de lucidité, quoi et donc j'ai dormi 1 heure et demie samedi après-midi, 1/2 heure au bord de la route, après mon hallucination, vers 2-3 heures du matin samedi et après 3 heures, dans la nuit de dimanche vers 1 heure du matin dimanche soir, lundi matin, Dans un hôtel? dans un hôtel. OK. Voilà, toujours dans Mmh. du dur, à part, quand c'est nécessaire. Tu beaucoup quand même, pendant la course, tu te fixes pas trop,
des règles, tu te laisses libre à ce qui se passe sur le terrain et tu t'adaptes. Ouais. Moi, j'aime pas la contrainte en général et d'avoir un truc trop fixé. Je pense que toi, Tim, toi, ça a dû te structurer. Moi, je pense que ça m'aurait un peu stressé de décaler tout. Tu vois, j'aurais peut-être fait des choses un peu différemment et je crois que sur moi, ça aurait pas forcément un effet rassurant, mais plutôt, il faut que je me stick. Ah là, je suis un peu décalée et donc ça va pas. Peut-être qu'il faudrait que j'essaye aussi pour comparer. Là, je pense qu'il y avait aussi un côté aventure que je voulais garder, même en me donnant à fond tout du long. Encore une fois, je ne prétends pas que j'étais en vacances. J'ai fait plein de petites erreurs, mais j'étais à fond. Mais par contre, je voulais pas m'imposer j'en étais pas encore à être dans ces, comme je disais, des gains marginaux, à essayer de tout calculer. Peut-être que ça sera intéressant pour une autre course où là, j'ai vraiment envie d'assumer, de vouloir faire un temps fou dingo, mais c'était pas encore le cas. Là, je pense que avoir fait moins 1 heure ou 2 de moins, ça m'aurait vraiment mis dans un rouge. Pas possible, quoi. Peut-être. Ouais, mais je pense que c'est pas obligatoire pour performer, on va dire, de se fixer vraiment un plan de course à suivre. Je suis plutôt d'avis d'avoir toutes les clés en place, savoir où sont les possibilités sur ta trace Ouais. et d'avoir cette capacité de s'adapter à où tu es à ce moment-là et de faire en fonction de ça. Je trouve que c'est Ouais, c'était plutôt dans cette idée-là, moi aussi, que j'avais préparé tous mes trucs. C'était pas forcément, tu vois, de rester focus sur le plan. C'était en mode, bah, OK, idéalement, c'est comme ça, mais si je vais moins vite ou plus vite, bah, de toute façon, j'ai toutes mes autres Ouais. informations et je peux m'adapter, rapidement, quoi. C'est top parce que tu as fait tu sais, le plan ambitieux, un peu moins ambitieux. Ouais, Tu te laisses tu peux transitionner et tu te dis pas: «J'ai tout raté parce que j'ai pas c'est suivi», ça. quoi. Exactement, Et exactement. ça veut dire que tu t'es bien connu parce que tu as réussi déterminer ce qu'étaient ces zones-là, cette distance. Moi, mon plan ambitieux, finalement, c'était pas le plan si ambitieux parce que j'ai fait moins. Donc, le 4 jours pour moi, c'était le plus ambitieux. J'avais même prévu un peu un truc, un 4 jours et demi, donc c'était mal, calculé, quoi. C'était pas très utile le jour J. Non, mais c'est bien, c'est que du coup, tu as réussi à quand même, bien performer. Et toi, Tim, comment t'as géré du coup ces nuits? C'était quoi ton plan? Et bah, moi, mon plan, c'était de dormir 4h30 par nuit, donc Mmh. j'ai réussi à tenir ça et clairement, c'est incroyable comment après tu as Mmh. l'énergie qui est présente toute la journée. Je franchement, les jambes, j'ai pas souvenir d'avoir eu de baisse d'énergie dans les jambes, vu que Ouais. j'ai vraiment été en gestion tout du long et ça, c'était très, très, très satisfaisant et de se dire que genre, quand je suis arrivé à la fin, j'étais en mode, encore frais des jambes et je sentais que je pouvais encore continuer. C'était incroyable cette sensation. Et quand tu t'es arrêté dormir un peu, d'un coup, ça a pas tout, réduit en mode, «OK, c'est bon, on s'arrête»? Quand je dormais pendant la course? Non, non, à la fin, à l'arrivée, Ah, tu as à pas eu la un fin? Bah, non, à l'arrivée, au bout de 20 minutes après, le corps s'est relâché. Donc au niveau, le dos enfin le dos et c'était un peu crispé, donc là je sentais des raideurs. Mais les jambes, le lendemain et le surlendemain, j'ai pas eu de soucis. Ouais, franchement, donc là, tu vois, j'étais trop content de me dire: «Bah, OK, le la préparation, elle a super bien fonctionné» parce que c'était incroyable, quoi. C'est top les 4h30 de sommeil. Ouais, ouais, Je pense, ouais. entre ça que tu C'était vraiment, je trouve, c'est parfait. Au début, je m'étais dit dans l'idéal, la deuxième nuit, j'essaye de moins dormir. Mais du coup, quand j'ai vu le gravel qu'on s'est tapé et tout, au niveau de la fatigue que ça apportait, j'étais content du coup de refaire 4h30. Du coup, j'étais hyper chaud parce que je me suis arrêté dormir juste avant l'étape forcée et donc au réveil, j'étais ouais. chaud et déter pour aller faire l'étape forcée et heureusement parce que elle était un peu costaud aussi. Ça montre que tu as bien su, enfin, tu sais, on parlait de récup et intégrer l'importance que ça même pendant la course, tu savais que c'était important, quoi. Ouais, ouais, bah, de base, je crois que j'avais prévu de dormir normalement après l'étape forcée, entre guillemets, dans mon plan prévu et quand j'ai vu que ça prenait énormément de temps, après le CP2, bah, du coup, j'ai réussi à dormir juste avant et c'était parfait, quoi. C'était bon timing parce que j'arrivais, j'étais éclaté, le corps il était en mode: «OK, là, c'est le moment de dormir, c'est parfait». Ouais, je pense que tu as eu la bonne approche dans tes arrêts, c'est de ne pas avoir de ne pas être trop gourmand, de toujours prendre l'hôtel. T'as plusieurs options d'hôtel où t'arrêter et de prendre l'hôtel le plus proche. Je pense que c'est la bonne option pour pas
pousser trop loin et parce que des fois tu pousses un peu trop loin et c'est dans les dernières 30 minutes, dans les derniers 10 kilomètres, 15 kilomètres où là tu pioches vraiment, et là par contre tu tombes vraiment dans la Ouais, grosse c'est ce qu'on fatigue. dit, l'heure et demie que tu as gagné, enfin, que tu as gagné en ne dormant pas, cette heure et demie, enfin, tu la perds à doucement. Moi, ça a été le cas pendant la deuxième nuit. J'aurais pu dormir plus longtemps et garder un peu un rythme de croisière, plus haut et c'est pas grave, hein, encore une fois, j'apprends, mais je pense que c'était à refaire, moi, j'aurais stratégie team. Ouais, bah, franchement, tu vois, je suis content d'avoir suivi cette stratégie parce que, de base, je voulais pas dormir la 2e nuit, mais après Victor, il m'avait expliqué que lui, sur sa Desertus, Mmh. il a dit: «Bah, j'aurais préféré faire un ou 2 cycles de sommeil» parce que du coup, tu avais perdu du temps à faire des micro-siestes, en fait, un peu à répétition et c'est impressionnant comment du coup ton corps, il a quand même le temps de récupérer un peu et de pouvoir repartir et puis d'enchaîner, quoi. Ouais. Est-ce que Alice, toi, ta stratégie, ta gestion de ta course, de tes journées était influencée par Camille, devant? Est-ce que tu as voulu faire la course ou tu gérais vraiment juste, toi-même, Alors je pense que justement ce que je disais le premier jour, j'étais un peu dedans parce que j'ai la nervosité de la nuit, CP1, donc on me dit que je suis première féminine. Il y a un truc de possibilité, de podium, enfin, toujours plus là, j'étais déjà bien dans ma course et je pense que j'ai commencé à me dire: «Je vais quand même continuer» et c'est peut-être ça a influencé mon heure et demie de sommeil et je me suis sortie de moi dans mon plan, de dormir 4 heures. J'aurais pu dire au-delà de ce que j'ai dit de pas arriver, trop tard pour le CP2. Je pense que ça m'a sortie de mon rythme, mais à partir du moment je pense que j'ai décidé de garder ma deuxième position, mais enfin, il y avait quand même un peu d'écart avec la troisième qui arrivait dans l'après-midi du mardi et moi je suis arrivée tout le matin. Et donc après, c'était plus me dire, d à partir de fin de dimanche, c'était clair que j'allais pas pouvoir, la rattraper et donc c'était de me dire que j'allais tout faire pour me donner un maximum, pour être fière de moi et finir tôt et pas finir, enfin, pas arrêter la course le plus tôt possible, mais me dire que j'avais fait le max de, ma performance. Mais ça m'a fait un peu griller les ailes parfois et je pense que ça m'a tenue un peu en haleine, mais je préfère être, quand même celle, derrière qui chasse quelqu'un que d'être chassée, je pense. J'ai pas du tout aimé. Mais parce que je trouvais ça agréable de me dire que là, si je voulais ralentir, je ralentissais parce que je sentais que j'allais un peu trop loin. Alors que je pense que si j'avais eu encore un ce truc devant, j'aurais été vraiment dans un rouge pas possible, quoi. Et encore une fois, moi, je suis Camille depuis longtemps et j'étais hyper je pense que ça me permettait de me dire que j'étais fière de moi, de me dire, «Bah, je suis trop elle est trop chouette». Enfin, je l'avais écoutée sur le podcast, donc je sais que tu vois l'humain derrière le petit de voir, derrière, ce qu'on te dit de Camille Abissier, c'est pas juste un nom que j'entendais, et j'étais fière, enfin, j'étais heureuse et puis à l'arrivée, tout de suite après, c'était trop cool de passer du temps avec elle. Mais ça revient un peu sur le truc du début du peloton, se serrer les coudes entre filles. Moi, j'aime ce côté sororité où on essaye de se tirer vers le haut et c'est trop chouette qu'il y ait plus de filles dans la course et j'avais pas envie de me perdre là-dedans. Je suis quand même compétitive, donc je me donnais à fond et je voulais pas me couper non plus les ailes à me dire, «C'est pas possible». Mais voilà, ça a pas été le moteur tout du long. Mmh. Bah, je pense que tu l'as bien poussée, durant la course et je pense qu'elle était très heureuse de t'avoir, derrière elle, d'avoir de la compétitivité, Ouais, en tout cas. après elle a bien creusé l'écart, hein. Elle a été épatante. Mais même, c'est chouette de voir son ressenti après coup, vu que juste à l'arrivée, on a pu en parler de comment elle s'était sentie, Mmh. heu, sa Mais gestion c'est de chouette. campagne. C'était trop bien en tout cas de regarder ça, d'auto-watcher ça parce que ouais, ça ajoutait du piment et bravo encore pour ta perf parce que c'est assez impressionnant de sortir ça, avec, bah, en plus là, tu nous as Mais raconté ta course donc on sait qu'il y a encore du potentiel. Il y a encore je du vais avoir l'air, potentiel et je sais pas comment dire, mais on dirait, tu sais l'organisé, le désorganisé de la encore une fois, faut pas c'est juste que ma coach avait un niveau d'exigence d'organisation qui était peut-être à 120 et elle m'a amenée à 70-80. J'ai plein de choses, Mmh. que j'ai pas tout mis en place de tout ce qu'elle m'a conseillé. Mais moi, je pense que j'aime bien me dire que j'en ai encore, j'ai plein de choses autres que ma performance physique, mais plein de choses à améliorer, à apprendre et c'est cool, c'est excitant Après voilà, mmh, dans la vie. non et c'est pas un concours, mais moi je pense que j'avais juste le meilleur des coachs et puis la meilleure référence dans l'ultra, hein. C'est peut-être pas un hasard finalement, hein. alors non, non, mais non, mais c'est bien et puis, non, tu peux déjà être fier de ce que tu as fait et ouais, d'être heureuse de cette course et de tout le travail, qu'il a fallu faire pour arriver, aussi prête et tu sais ce qu'il y a encore à faire. Ouais et puis encore une fois, je le dis parce que j'ai aussi rencontré,
c'était chouette dans le bus du retour, j'ai rencontré une fille qui est arrivée dans la dernière vague le vendredi soir, donc on a tous pu l'accueillir avec, 2 autres personnes. Elle était tellement heureuse de sa course et tout et je pense que bah, moi, j'avais envie de le vivre de façon un peu compétitive, en le faisant le moins long possible, mais je trouve ça trop chouette qu'on puisse l'aborder de plein de manières différentes. Il y a plein de gens qui sont arrivés dans la distance. Déjà, est-ce que finir, c'est possible ou pas? Et j'ai trop aimé dans la semaine de voir, alors comme je disais tout à l'heure, les objectifs de chacun, mais ça vient aussi en résultat. On peut ne pas du tout vouloir viser, un classement et c'est trop chouette aussi de tant que c'est aligné avec ce que tu as envie et j'ai un ami qui m'a beaucoup dit ça avant et c'était: Qu'est-ce que tu recherches vraiment entre ce que tu dis, ce que tu penses et sois aligné. Enfin, en tout cas, sois clair avec ce que toi, tu as vraiment envie de vivre et c'est le plus important et Je Ouais, je suis complètement d'accord, et là, j'ai lu des choses, ces derniers jours aussi qui en fait, qui parlaient de qu'est-ce que c'est l'ultra et qu'est-ce qu'il faut avoir comme, qu'est-ce qu'il faut aimer dans l'ultra pour faire de l'ultra? Genre, on t'impose, d'aimer l'ultra pour quelque chose. Heu, Alors qu'il y a plein de motivations pour faire de l'ultra et c'est OK pour tout le monde, pour toutes les motivations. Il y en a qui aiment, la compétition et bah, d'accord, c'est OK. Il y en a qui aiment juste, l'aventure, il y en a qui aiment le partage. Il y a plein de motivations et toutes les motivations sont OK et sont acceptables, tant que le plaisir reste, la principale, des causes et puis surtout à la fin de la journée, tout le monde a fait une distance, assez d'arjo en très peu de temps parce que même le maximum du temps autorisé, c'est pas beaucoup c'est donc énorme. Bah oui, ça ouais. fait quoi? C'est 200 kilomètres par jour? Ouais, c'est Ouais. ça et tu Ouais, arrives c'est dernier quand énorme, tu hein. fais 200 kilomètres par jour, enfin C'est C'est énorme, hein. mais incroyable. ils ont encore plus de mérite, je trouve, parce qu'ils ont dû gérer plus longtemps le Mmh. sommeil. Il y en a qui ont dormi dehors pendant du coup, 6 nuits et c'est fou. C'est ça, c'est clairement, Mmh. on n'a pas la même course à chaque fois. Quand j'ai Mmh. écouté les histoires des gens et tout, par exemple ceux Mmh. qui ont fait en cargo ou en vélo pliant, tu te dis: «Waouh, Ouais. oh les barjots!» Ouais. Et Clairement. l'étape forcée, ceux qui l'ont vécu de nuit, l'étape forcée qui était donc pour enfin, je pense que tout le monde, ceux qui écoutent le podcast doivent avoir le lien, mais c'était, 50 kilomètres de gravel, enfin principalement de gravel, de VTT qui était enfin c'était combien? Ah, tu pars après le CP2 ou l'étape forcée? Dans l'étape forcée, c'était L'étape combien forcée, je crois que de non, c'était 27 kilomètres, il me semble. ah pardon, bah voilà, ressenti 50, Ouais. bah 27 Ah beh, kilomètres, moi de je gravel, pensais hein. bâcler ça en mode, 2-2 parce que j'étais refait de Manu et tout. En fait, quand je vois dans quoi on s'est enfoncé, je fais: «Ah bon, Ouais, ça va peut-être prendre les plus de temps ambitions que prévu». ouais et ça typiquement je trouve que ceux qui l'ont vécu de nuit, qui avaient pas les paysages parce que c'était magnifique, moi je l'ai vu au petit matin, je vois que le ressenti n'était pas du tout pareil. Il y en a qui vraiment Moi, pestaient je l'ai comme pas vécu de nuit. possible. Ouais, pardon. Mais Oui, c'est vrai que mais c'était je vraiment mauvais. pense, honnêtement, j'ai préféré peut-être ça parce que quand j'ai vu les images, du coup, enfin, quand il fait jour, tu te rends compte réellement du dénivelé, des pentes et des trucs et il y en a beaucoup qui me disent qu'on marchait et j'ai pas le souvenir d'avoir beaucoup posé le pied à terre dans l'étape forcée. Et par contre, clairement, j'y allais très doucement parce qu'il y avait des crevasses, des trucs comme ça et tout. Mais tu vois, là, tu me disais aussi, tu enlevé tes chaussures et tout. Moi, quand j'ai vu la rivière, j'ai pris mon vélo 2 secondes, j'ai zioté s'il y avait pas un passage, je fais: «Oh, c'est bon, de toute façon, tu arrives ce soir». J'y suis allé, Et direct. puis Je suis c'est chaud, ça va rafraîchir. C'est ça, je suis remonté sur le vélo et puis hop, je suis passé, quoi. Mais il y en a qui sont allés dans des bourbiers, il y avait, ouais, de la boue et tout. En fait, il y avait un petit passage juste à gauche pour esquiver le truc. Du coup, j'ai j'ai pas eu, enfin, ouais, non, c'était un gros bourbier cette étape forcée encore. C'était trop drôle. Moi, j'ai kiffé ça. Et alors, comment ça s'est passé, la dernière journée, la fin de course? Je sais que c'était peut-être difficile au niveau du Mmh, dénivelé, il y mmh, avait des gros cols à passer. mmh, mmh. Comment t'as vécu ça, Alice? Parce que toi, tu commençais à être fatiguée, tu disais, Ouais, avec, ouais, je pense que j'ai manque de validé le sommeil? CP4, 23:00 et quelques. Donc un peu tard et je m'étais dit, j'ai appelé mes parents en leur demandant, gentiment, eux qui étaient ils étaient un peu inquiets à la fin, donc ils suivaient, bien mon petit point et je leur ai demandé: «Est-ce que vous pouvez» en fait, je pense que je vais arriver avant la fin de la nuit. «Est-ce que vous pouvez, m'aider à réserver un hôtel, à l'arrivée?» Donc j'avais une carotte aussi, c'était, toujours ce truc de quelque chose et en fait, je leur avais dit, «Ouais, vers 3:00 du matin, 3-4 heures du matin, c'est bon» et en fait et en fait j'ai vu que je commençais à m'endormir, François avec qui j'étais faisait, Call Quest. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'était une alternative, à la DSB cette année où, tu cherchais pas à faire le meilleur temps féminin ou masculin, mais tu te rajoutes des cols, c'est un peu d'autres checkpoints qui sont rajoutés et c'est du dénivelé en plus.
et lui faisait ça et donc il avait soit je gardais ma trace et je crois que j'avais, genre 300 mètres de dénivelé en moins, soit je le suivais au moins être à 2, donc je faisais plus de dénivelé mais bon, foutu pour foutu et je l'ai suivi là-dessus parce que je crois que je savais que seule, j'allais être vraiment beaucoup plus lente et à faire beaucoup plus de pauses. J'ai vraiment nutrition, j'ai pas trop bien géré les dernières 24 heures. J'ai vraiment pas pris de vrais repas, à part les tortillas les 2 premiers jours, je suis végétarienne donc c'est quand même un point, pas toujours simple pour s'alimenter et donc ouais, pour moi, c'était vraiment long parce que j'avais pas très bien regardé le profil du CP5 et au-delà du fait que j'avais plus de dénivelé, je savais pas qu'il y avait encore un bout de gravel, je savais pas donc c'était juste un peu coup sur coup. Je commençais à avoir un peu mal au ventre de autant manger, même si c'était pas des choses consistantes, mais justement de grignoter non-stop et j'avais hâte d'arriver, quoi. Il y avait un peu la relâche et surtout qu'il y avait plus de vue, vu que c'était la nuit, j'étais un peu je commençais un peu à toucher le bout de mon énergie, donc c'était un petit peu long la fin de course. Mais en même temps, j'étais avec François qui était un super support, qui faisait des blagues malgré tout et donc on se prenait pas non plus trop au sérieux, mais c'était un peu dur quand même. Ouais, je pense que c'est important de ne pas être seul dans ces moments, Ouais, parce que ouais, je pense, quand t'es en manque de sommeil, ouais, c'est dangereux. si tu te retrouves seul là, tu tombes vite dans les hallucinations ou Ouais, les. puis c'est une zone urbaine, donc là, dormir sur le bas-côté, c'était quand même pas pareil que sur les lignes droites, j'étais moins à l'aise, quoi. Et toi, le thé, comment ça s'est passé cette Ah bah, dernière dernière journée? journée, j'étais parti trop bien. J'étais en mode: «Vas-y, c'est bon là, on tabasse ça, je vais remonter». Les jambes étaient là de fou et à partir de 10 heures du mat, là, j'ai eu des reflux gastriques acides dans l'estomac et au début, je me dis: «Bizarre». Puis après, je réfléchis, je fais: «Bah, normal, ça fait 2 jours que tu bouffes que du sucre». Pareil comme tu disais, moi aussi je suis végétarien et c'est compliqué quand tu es dans les Repsol, bah, f je parle pas trop espagnol, donc à trouver des trucs sans viande, sans poisson et tout, c'est galère, donc je prenais juste, des bonbons, quelques boissons, protéinées et puis basta. Puis le soir, je mangeais un peu de pain et une tortilla et du coup, bah, forcément l'estomac, je pense il était en vrac et donc là je me dis: «OK, pas grave» et genre peut-être une demi heure après, là j'ai le cou qui tient plus, qui commence à baisser, qui baisse, qui baisse, qui baisse et je vous envoie des messages là dans le groupe que j'avais fait, je fais: bizarre, là le coup il tient plus». Il fait: «Ah c'est bon, vas-y, tu résistes et tout». Je fais: «Non, non mais j'ai beau résister, ça ne tient plus». C'est vraiment impressionnant. Genre le coup, tu beau lever la tête, prolongateur ou du coup tu tiens le cintre, la tête, au bout de 30 secondes, hop, elle redescendait tout doucement, tout doucement et là j'étais en mode: «OK». Donc là, ah ben bah, du coup, mentalement, là, j'étais parti dans un truc un peu négatif parce que je comprenais pas. Je me dis: «Mais, tu fait du» en plus, j'ai fait du renfort musculaire, je suis bien et tout et après, en fait, j'ai réussi à peut-être au bout d'une heure à prendre du recul, à me dire: «En fait, OK, t'as peut-être fait le gravel, après le CP2 plus étape forcée où en fait, tu te fais beaucoup secouer avec des pneus de coup de vélo de route». La fatigue forcément, enfin du coup j'ai quand même trouvé une raison et du coup là j'ai pu lâcher prise et me dire: «OK, bon bah, c'est pas grave, on va arriver comme ça». Du coup je me suis assis vraiment, tout droit et je me tenais juste au prolongateur et je prenais ça à la rigolade à me dire: «Bon, c'est pas grave, on va véloter jusqu'à la fin et on verra». Piloter, bon, il Et reste un ouais, en plus, j'avais pas encore atteint le CP3, hein. Il restait, CP3, CP4, CP5. Entre le CP3 et le CP4, j'ai eu une grosse déterre, je me suis motivé, mais après le CP4, entre le CP4 et le CP5, là, la tête, elle tenait vraiment plus. Je me suis arrêté au bord de la route pour essayer de fixer parce on m'a donné des tips pour essayer, du coup, de tenir la tête et soulager. Et là, il y a Benjamin qui me rattrapait et au début, je pensais que, tu vois, il y a mon père qui me dit: «Vas-y, putain, il essaie de te rattraper et tout», du coup, après je m'en foutais, il me rattrapait, c'était pas grave, je le laissais pas essayer, pas de souci et en fait, il s'arrête parce qu'il il bourrinait pour venir me rattraper, qu'on finisse ensemble. Du coup, il s'est arrêté, il m'a aidé à mettre le une chambre à air, à la fixer pour remonter la tête et du coup, on a terminé ensemble et du coup, c'était une tu bonne réussi à fin. fixer Ouais, en tu fait, réussi j'ai pris, la chambre à air, on l'a fixée, tour de tête et on l'a attachée à mon sac à dos pour au moins soulager et du coup, tenir jusqu'à la fin et du coup, ouais, au début, c'était dur mentalement parce que c'était frustrant de se dire: «Punaise, les jambes sont là, ça va trop bien» et il y a juste ça qui coince et après voilà, ça faisait partie de la découverte et la course, c'était normal et ah ouais, mais après c'était trop drôle entre le CP4 et le CP5.
je tenais vraiment plus, donc j'étais vraiment droit et il y avait le vent de la mer qui soufflait et sauf qu'on allait face à ça et du coup, j'étais peut-être à 15 kilomètres/h alors que j'aurais pu être dans les prolongateurs à 35-40 kilomètres/h, tu vois? J'étais en mode: «Ah!» Puis après, je me suis dit: «Ouais, c'est pas grave, c'est pas Mmh. grave, Est-ce que j'arriverai quand j'arriverai». ça t'a permis de pas penser à d'autres douleurs ou à d'autres choses? Enfin, vu que c'était la chose principale bloquante? Ouais, bah, après du coup, je rigolais parce que j'étais en mode, du coup, bah, je sacrifiais mon cul tu vois, il y avait déjà la douleur du coup qui était là, je me dis: «Bah, si c'est bon, je termine ça, rien à foutre» et donc voilà, je me suis dit: c'est pas grave, on verra ça à On l'arrivée, récupérera c'est pas plus grave». tard. Voilà, exactement. J'ai fait je préfère sacrifier mon cul plutôt que d'être Oh la tête. non, Vraiment, c'était, quand quand on c'est nous entend quand même cet extrait, ça donne vachement envie de faire de ah ouais, l'ultra, hein. ouais, faites de l'ultra, Ouais, faites tu de te sens l'ultra. bien, faut t'accrocher de la tête. Allez-y. Ouais, ouais. Ah beh, justement, en parlant de ça, le 1er jour, j'étais pas bien parce que, mentalement, en fait, j'étais en mode: «Pourquoi j'inflige ça à mon corps aussi?» et parce que vu que enfin, faut faut pas qu'il y ait des raisons, mais quand même et là, j'étais en mode, le 1er jour, j'étais en mode, «Non mais pourquoi tu infliges ça à ton corps, en fait?» C'était pas possible et après, bah, en prenant du recul, tout ça et tout et en voyant, en fait, ce que tu es capable de faire, tu arrives à lâcher prise et à avancer et ça se termine bien, quoi. Ouais, je suis d'accord sur ces il y a des moments de questionnement, mais qui permettent d'apprécier le reste aussi. Moi aussi, avant le CP1, j'étais en train de me dire: «C'est des longues lignes droites, je suis toute seule, il fait trop chaud, heu, je crois pas que je referais ça, pas toute seule en tout cas» et en fait, et après il y a eu des changements de paysage, Ah bah, par contre, à l'arrivée, j'étais en mode: «Vas-y, c'est quand qu'on recommence, quoi?» Je me suis dit: «On répare le coup et puis, on y retourne, c'est bon, c'est bon». Ah ouais. D'ailleurs, qu'est-ce que vous avez ressenti à l'arrivée? Toi, tu avais déjà connu ça, Alice, une arrivée d'ultra? Est-ce que celle-là, elle était particulière ou tu as vécu un peu les mêmes, émotions? Bah, l'arrivée même, j'étais comme enfin pas droguée, mais genre, Oui. comment dire? L'arrivée Aïe, même, j'étais genre aïe, aïe, nuit. aïe, dopage, Donc, je peux te dire dopage. que je vais pas commencer à raconter, Jennifer confirmera, elle m'a vue, j'étais comme une enfin, je pense que j'étais souriante et tout, mais j'étais juste, un peu hagarde, ce qui est normal, hein, mais heureusement, je veux dire, avec 5 heures de sommeil sur 4 nuits, quoi. Mais par contre, le lendemain, une vraie, un peu un truc de tu réalises pas tout de suite, mais être contente de l'avoir vécu, en le faisant équipe avec moi-même, avoir fait une super rencontre comme avec François et Jean-Baptiste, et heureuse que tout se soit globalement très bien déroulé, même s'il y a eu des petites choses à droite à gauche, et sentir que je savais pas ce que j'allais faire après, mais une vraie joie de se dire que 5 mois d'énergie, ça paye et dédié, que j'ai pris beaucoup de plaisir. Donc ouais, beaucoup de joie. Tu pensais plus à l'aventure qu'à la place, Ah ouais, ouais, je pense que ça doit être ouais. Bah, en plus, surtout que la place, on l'a fait assez tôt finalement. Bon, je crois que le général, c'était top 20, top 25, je sais plus trop. Mais, enfin, c'est un petit truc d'ego, mais l'ego, on le nourrit, on le nourrit pas, c'est on and off alors que, bah, l'aventure que j'ai vécue, c'est ça qui reste, je pense plus. Bon après, ça peut paraître un peu niais tout ce que je dis, mais pour moi, c'était important en tout cas de retenir Ouais. ça plutôt que le reste, quoi. Ah bah, totalement, magnifique, totalement. magnifique. Et toi, le thé, comment tu as vécu l'arrivée? Moi, l'arrivée, j'étais grave content. J'avais du coup mon petit truc qui me tenait la tête. Je vélotais avec Benjamin, on terminait tranquillement et en vrai, nous, on arrivait au coucher de soleil. Donc on était Oh au bord waouh! de mer, coucher de soleil. Oh, c'était magnifique. Franchement, on était en mode: «Waouh!» C'était rigolo. À des moments, on est un peu ensemble. Après, on était un peu l'un derrière l'autre. Du coup, je prenais aussi ce moment pour me dire: «Attends, mais qu'est-ce que tu viens de faire? Regarde tout ce que tu as fait et tout», c'était incroyable, incroyable. Et on arrive sur la ligne d'arrivée, ensemble, ah ouais, moi j'étais trop content de ce que j'avais fait, tu vois? Genre grave souriant, grave de bonne humeur. Enfin, comme je te dis, j'avais l'impression d'être une sensation de fraîcheur au niveau des jambes. Donc j'étais trop content de moi, tu vois? J'étais en mode: «Ouais, yes, c'est parfait, parfait». Mmh. Tu t'es dit plus grande distance après ou est-ce que ça t'a planté une mauvaise graine, de il faut faire plus long? Ou Peut-être, peut-être, mais là du coup, va falloir trouver plus de vacances et plus de d'argent. Parce qu'après là, c'est ouah, mais ouais, non, mais non, je pense que ce sera ouais, possible dans quelques années, je pense. Ouais, ouais. C'est quoi la suite maintenant pour vous 2, toi, Alice? je me suis pas réinscrite à une course, tout de suite. Je pense que je sais que j'ai envie d'en refaire et j'ai bien aimé le faire de façon compétitive. Je pense qu'effectivement, il faut du temps, il faut de l'argent, faut être bien équipé et j'ai pas non plus envie que ça devienne un peu, bah, j'ai 24 ans, ça devienne un peu un truc, en tout cas à mon j'aime mon travail
et que ça prenne toute la place dans ma vie. J'aime faire des choses variées et je pense que si je prends plus de plaisir, moi, j'arrive pas à me mettre à fond dans quelque chose et donc pas surcharger, en tout cas, mon année, mais avoir 2-3 objectifs qui comptent vraiment pour moi et me donner à fond. Ça, je sais que ça sera chouette, à maintenir pour l'instant. Après, ça évolue, hein, on sait pas. Attention, hein, La ça peut nuit. arriver vite. Ouais. Bah, il y a 1 an déjà, si on m'avait dit que je m'inscrirais sur la Desertus, j'aurais rigolé donc Voilà. Ouais, tout va très vite, ça c'est sûr. Mais toi, Victor, tu l'as expérimenté, first hand, Ouais, c'est vrai, mais non, en tout cas, c'est chouette ce que tu as réalisé et c'est bien que tu mettes le plaisir vraiment au premier plan et je pense que c'est ça qu'il faut, hein. C'est d'aimer ce qu'on fait et après après ça on peut tout faire de toute façon et, euh, et non, c'est chouette. Et toi, le thé alors? C'est quoi la suite? Et bah, la suite, là, c'est French Road 66 en duo avec le tonton Pat. Et qui a fait une énorme performance Ouais, 2e sur la Gravel Trop Bresse. ouais. Là, il a terminé aujourd'hui. Waouh! Donc, du coup, ça promet pour la French Road 66. On va se la donner, je pense. Comment? C'est le 6 juin, donc ça va arriver vite. Donc, c'est pour ça que là, je répare le coup, rapidement pour être, en état de fonctionner. Et ensuite, BRM 1000 km de Bourgogne-Franche-Comté le 11 juillet. Et après, dernière course, Badlands, fin août. Donc là, c'est un beau programme, là. Donc c'est pour ça, voilà, quand j'étais sur la course, je me dis: «Putain, en fait, j'aime pas ça» et puis j'ai encore mon course de prévu. Mais là, du coup, je suis trop content, tu vois? Là, je suis trop content de me dire: «Ah yes! Ah, je vais pouvoir, prendre tout ce que j'ai appris là sur cette course-là et puis le mettre sur les prochaines là. C'est génial. C'est génial. Bon bah, super, merci beaucoup pour votre témoignage à tous les 2. Si vous avez quelque chose à rajouter, n'hésitez pas qu'on n'a pas forcément parlé. Je peux faire un petit point sur le post-course parce que du coup, c'était très cool, tu vois? La semaine, post-course, c'était hyper cool. Mais par contre, quand je suis rentré chez moi et que je me suis rendu compte que j'avais toujours mon problème au cou, parce que clairement, en fait, au bout de 45 minutes, 1 heure, je pouvais plus rouler, la douleur réapparaissait. Bah, mentalement, tu vois, j'ai eu un petit bad mood et du coup, j'étais en mode: «Ah OK, comment je vais réussir à pour mes prochaines courses?» tout ça et tout. Et en fait, du coup, j'ai accepté ça, tu vois? J'ai laissé vivre les émotions. Et je me suis concentré du coup sur renfo uniquement, juste véloter un petit peu. Et là, ça commence à revenir un peu, tu vois? Et là, le fait d'avoir rediscuté de tout ça, tu vois, ça remotive et ça me dit: «Let's go, quoi. Let's go, il y a plus qu'à. Il y a plus qu'à». Ouais, c'est un bon point là-dessus. C'est vrai que c'est pas le mot de la fin, mais moi, l'après-course du Marseille-Naples avait été très compliqué aussi pour un peu perdu de ce trop-plein. Je pense que le vélo te donne, en tout cas, bah, comme tu dis, pas forcément, t'as peut-être un peu mal le jour J, mais t'as pas des vraies courbatures comme un marathon ou un ultra en marathon, un ultra en course à pied. Et du coup, tu sais que tu dois faire une vraie pause, quoi. Alors que là, tu peux très vite techniquement prendre le vélo, mais t'as une fatigue que tu ne vois pas et qu'il faut savoir aussi laisser. Et la fatigue va aussi imprégner sur le reste. Et donc, effectivement, émotionnellement, tu vis tellement un haut que c'est normal d'un peu surfer avec, toutes les émotions après et se laisser le temps d'assimiler tout ce que tu as vécu. Cette fois-ci, j'ai mieux géré parce que j'ai vraiment mal vécu, enfin mal vécu, tout est relatif, mais je savais pas comment gérer toutes ces émotions, quoi. T'as eu, combien de temps avant de reprendre le boulot, Ah, depuis ton arrivée? moi, j'ai repris le lundi d'après. Mais ça allait parce que j'avais passé une semaine, puis c'était vraiment très très repos. Ce qui a été fatigant, c'était le bus de nuit de retour plus qu'autre chose. Parce que j'avais récupéré en soi dans les jours d'après, faire beaucoup de mots croisés, pour la piscine, c'était tranquille. Eh ben, merci beaucoup. Et merci Merci à beaucoup à toi, Victor, d'avoir mené ce podcast. À quelques jours quand même de cet exploit que tu nous as fait. Et sur Ouais. tous les formats, il est là. C'est gentil. Donc, pardon, les gens ne savent pas quand on enregistre, mais il y a quelques jours de sa belle perf à la Tracker, encore une fois. Ouais, monstrueux le Désolée. GOAT. Monstrueux. Ouais. Oh là là. Merci, beh, bon, comme tu l'as dit, chacun son Everest et Exactement. toutes les belles aventures sont à valoriser. Voilà. Exactement. Donc, Très beau. L'important, Très c'est ce beau qu'on a envie de métaphore. vivre. ouais, exactement. Trop bien. Et Bah, merci à vous 2 pour ce bel échange, c'était chouette. merci Merci. d'avoir écouté. Vous avez écouté Grinta Talk, le podcast où l'on parle d'ultracyclisme, mais surtout d'histoire humaine. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter, à le partager et à vous abonner pour ne rien manquer.